de la part de Sophie Renaud, conseil culturel qui n'est pas là, mais surtout de la part d'Anne Bourdi, conseil culturel adjoint, et puis d'un certain nombre d'équipiers de cette ambassade. Notre invité est un invité un peu spécial parce que pour nous, diplomates, il représente beaucoup. Pour certains, ce fut mon cas, c'est encore mon cas, il est la référence. Et il a évidemment non seulement accompagné des générations de diplomates français, mais surtout, il est aujourd'hui, Hubert Védrine, vous êtes, vous le savez, on vous le dit souvent, vous l'entendez ici depuis que vous êtes arrivé, il est un des grands experts des relations internationales, non pas français, mais sur l'échelle mondiale. Et on est très heureux de vous accueillir. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous êtes allé en Tunisie très tôt. J'ai eu le privilège de rencontrer un certain nombre d'acteurs historiques de la Tunisie. Et depuis ce matin, depuis hier soir, vous avez rencontré aussi des responsables, à la fois des autorités et aussi de la société civile. Et on est évidemment très heureux de vous accueillir à l'Institut français. C'est une maison dont vous avez été le patron pendant quelques années, quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, puisque la diplomatie culturelle fait partie des sujets qui sont ceux de la diplomatie, et que nous avons beaucoup d'attachement, nous Français, à ce qui est cet échange culturel avec les pays dans lesquels nous sommes invités. Et je voudrais saluer l'action de l'Institut ici, saluer l'action aussi des organismes qui travaillent à cette relation intellectuelle autour de la pensée et qui ont toujours travaillé, quels que soient les systèmes, les régimes, à cette relation très précieuse pour nous entre la France et la Tunisie. Je pense notamment à l'Institut de recherche du Maghreb contemporain que dirige Wassila, qui nous fait le plaisir de présenter et d'introduire Hubert Védrine, et que je voudrais remercier et à qui je laisse la parole en vous souhaitant, Monsieur le ministre, cher Hubert, bienvenue et un grand merci pour le temps que vous nous donnez et ce que vous allez surtout, comme non pas ambassadeur, parce qu'il n'y en a qu'un seul, en l'occurrence celui qui vous parle, mais beaucoup plus qu'ambassadeur, ce que vous allez faire en rentrant, en disant, en rappelant à nos autorités l'importance de ce pays sur la carte du monde. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, madame la directrice de l'IFT, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir qui me sont donnés ce soir d'introduire la conférence d'Hubert Védrine. Avant de devenir l'homme politique que tout le monde connaît, monsieur Védrine a suivi une formation initiale en histoire, ce que j'ai découvert en regardant sa biographie, la reine des sciences, bien évidemment, vous pouvez me croire, c'est une historienne qui vous le dit, puis bien évidemment un cursus d'excellence, Sciences Po, l'ENA. Il est aussi, vous le savez, un des grands serviteurs de la République. Permettez-moi de rappeler qu'il a assumé parmi bien d'autres fonctions celle de ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002 dans le gouvernement de Lionel Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Si l'action politique d'Hubert Védrine a été saluée à juste titre, Hubert Védrine s'est aussi imposé par ses analyses géopolitiques soucieuses de prendre en compte les mutations internationales. De nombreux ouvrages en témoignent. Parmi les nombreux titres, je citerai l'Atlas des crises et des conflits, 2016 pour la nouvelle édition, Le monde au défi, Sauver l'Europe. Ce soir, Hubert Védrine va nous livrer les clés de lecture, quelques clés de lecture, pour saisir la complexité de l'état du monde. Il est temps pour moi de lui céder la parole. Monsieur Védrine, je vous en prie. Merci encore. Mesdames et messieurs, je commencerai par remercier mon ami, l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. Nous sommes le 24. Et c'est lui qui n'a pas eu à me convaincre de la parce que j'aime bien venir régulièrement en Tunisie, et que je connais un peu et que j'aime bien. Il m'a convaincu de venir en tout cas à ce moment, et que dans le programme, il y a non seulement des rencontres avec les grands responsables d'autorité politique de ce pays, mais aussi cette rencontre avec ce public, pour que je développe quelques idées sur l'état du monde. Je rappellerai d'ailleurs, la biographie est un petit peu connue, mais je rappellerai que ce que je dis, c'est le fruit à la fois de 19 années au cœur du pouvoir en France
pas dans la politique politicienne, mais dans le pouvoir, les 14 années de l'Élysée François Mitterrand et les 5 années à la tête du Quai d'Orsay, et que dans ces 19 années, j'ai connu les 3 cohabitations. Donc la moitié du temps était pouvoir de gauche mitterrandien, et la moitié du temps, un pouvoir de cohabitation partagée. Puisque j'ai vécu dans des postes stratégiques, la cohabitation Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur, puis Jospin-Chirac, par rapport à ça. Si j'avais eu l'esprit partisan, minéraux-dogmatique, je l'aurais perdu en route. Et de toute façon, je ne l'avais pas même avant. Et donc, voilà, c'est une expérience longue, et j'ai vu dans cette période fonctionner, travailler plusieurs présidents américains, plusieurs chanceliers allemands, etc., dans à peu près tous les pays du monde, y compris dans des pays du Maghreb. Donc ça alimentait ma vision, et comme j'ai toujours eu un goût pour l'histoire, et ça m'a renforcé ce trait que d'essayer de remettre les événements dans leur perspective longue, précisément historique, parce qu'on vit dans une époque qui est tellement marquée par la surinformation, l'immédiateté, l'instantanéité, l'hystérisation de toute la mécanique de l'information continue, que ça me paraît très important de remettre en perspective pour essayer de voir les tendances. Et c'est ce à quoi on m'invite aujourd'hui, c'est à quoi m'invite l'Institut français, que je remercie aussi de m'accueillir ici avec vous. Alors, dans les relations internationales, normalement, on devrait faire des raisonnements très, très rationnels, comme des grands scientifiques ou des joueurs d'échecs. Et c'est rempli de mots valises, comme disent les linguistes, des mots qui ont plein de sens. On ne sait pas trop de quoi on parle. De mots imaginaires, de chimères, d'attentes irréelles. J'en citerai quelques-uns au fur et à mesure de mon propos. Mais le premier, je dis tout de suite, il n'y a pas encore de communauté internationale. Je dis carrément, en plus je crois que le réalisme et la lucidité sont des formes d'honnêteté intellectuelle, de dire les choses comme elles sont, pour ne pas alimenter la machine à illusion, la machine chimérique, qui conduit à des illusions, des regrets, de la rancœur, et qui ne fait qu'aggraver la plupart des problèmes sur la planète. Etc. Donc, soyons directs. Il y a un monde, il y a une organisation des nations qui ne sont pas unies, donc le lui est de trop, mais c'est très bien qu'il y ait un endroit où tout le monde se retrouve, très bien. Mais il n'y a pas encore de communauté entre les peuples. Relisez, quand vous aurez l'occasion, le préambule de la Charte des Nations Unies. Vous trouverez sur Internet. C'est formidable. C'est les fameuses valeurs universelles. Mais dès qu'on lit ça, c'est évident, au bout de 3 lignes, que certains sont d'accord, d'autres pas du tout, que certains peuples l'appliquent plus ou moins bien, d'autres pas du tout. Bon, c'est pas du tout vrai qu'il y ait une communauté. C'est pas vrai. Si vous prenez un haut fonctionnaire tunisien, un pêcheur japonais, un médecin chilien, un professeur canadien, un paysan du Ghana, etc. Ces gens-là n'ont pas du tout la même vision du monde. Ils n'ont pas la même vision de l'histoire. Ils ne se rattachent pas aux mêmes événements. Ils n'emploient pas d'ailleurs les mêmes mots pour désigner un même événement. Ils n'ont pas les mêmes peurs, ils n'ont pas les mêmes angoisses, ils n'ont pas les mêmes attentes. Ça reste à faire. Je ne dis pas que le concept est choquant. C'est un très beau concept. Une communauté internationale. Comment on va y arriver, c'est une autre affaire. Voilà. Donc il faut partir de la réalité. Et comme nous vivons un temps de mondialisation, je crois que la clé de la réflexion, c'est de savoir comment les différents peuples, comment les différents groupes ou entités politiques s'adaptent plus ou moins bien à la mondialisation. Ce n'est pas la toute première. On peut dire que la première mondialisation, c'est quand l'ancêtre de l'Homo sapiens, l'Homo erectus, sort d'Afrique, pour donner naissance après aux Néandertal ou aux autres en Asie. Ou après, on va dire, c'est quand l'Homo sapiens sort d'Afrique précisément et colonise l'ensemble du monde. Bon, on ne va pas faire un cours de préhistoire ici, passons à l'époque moderne, mais même avant la mondialisation que vous connaissez, dans laquelle nous sommes englobés, quoi que nous voulions, vous avez une première mondialisation ibérique, quand le Portugal et l'Espagne colonisent l'Amérique du Sud et détruisent l'Empire Inca, l'Empire Aztèque, etc. Ou alors la mondialisation d'une partie du monde par les marchands arabes qui, à partir d'Oman et de ces régions, font aller conquérir tout le futur océan Pacifique. Il y a l'océan Indien. Donc il y a des mondialisations avant. Et quand on parle de mondialisation dans le langage d'aujourd'hui, on pense à l'actualité, mais juste avant l'actualité, il y a une première mondialisation qui est la mondialisation britannique, qui va en gros de 1850 à 1914. Ça, c'est l'Empire britannique. L'empire de l'époque moderne le plus grand, si on ne veut pas remonter à Gengis Khan, etc. Donc il y a une première mondialisation où la Grande-Bretagne impose sa langue, impose ses lois, impose ses systèmes de mesure et gère, comme tous les empires, avec un mélange
brutalité, de cupidité, d'intelligence, de ruse, d'opportunité, vous voyez, tout un mélange comme dans toutes les aventures humaines. Mais, déjà à la fin du XIXe siècle, même si on s'en était pas rendu compte tout de suite, le PNB des États-Unis était passé devant celui de la Grande-Bretagne, tout à fait à la fin du XIXe. Et ça ne s'exprime pas en termes géopolitiques. Parce que les États-Unis, depuis leur création, ils avaient l'ambition, un peu prétentieuse, de créer un nouveau monde, après avoir quitté le vieux monde de l'Europe, et ils ne voulaient plus jamais entendre parler des histoires européennes. C'est ça qu'on appelle l'isolationnisme américain, qui découle du testament de George Washington, le premier président. Et vous ne mêlez jamais des conflits entre Européens. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont intervenus aussi tard dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième, en fait. Mais ils n'étaient pas isolationnistes ailleurs, puisqu'ils ont conquis d'abord, ils ont conquis l'Amérique du Nord, ils ont anéanti à peu près tous les Indiens, ils ont conquis après l'Amérique centrale, ils ont mis la main sur Cuba, ils ont éjecté le colonialisme espagnol de cette zone, et ils se sont étendus même vers l'Asie, toujours contre les Espagnols, notamment aux Philippines. Donc ils ne sont pas isolationnistes historiquement en ce qui concerne l'Amérique et l'Asie. Ils le sont par rapport à l'Europe. Mais ça ne se voit pas encore, et si vous regardez des livres, des récits de 1900-1910, c'est l'Empire britannique. Donc si on dit Jules Verne ou autre, c'est la Grande-Bretagne qui domine absolument tout ça, à tout point de vue. Il faut attendre donc la guerre de 14, imbécilité totale des Européens, dont aucun ne pensait à une guerre mondiale d'ailleurs, parce que quand on regarde aujourd'hui avec le recul, on se dit mais comment ils ont pu être assez fous pour faire les guerres mondiales. Aucun d'entre eux n'imaginait qu'il puisse y avoir une guerre mondiale. Ça n'existait pas, c'était jamais arrivé en fait. Donc chaque décision absurde avec le recul prise par tel ou tel pays d'Europe, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont régler les problèmes du moment par une guerre courte et facile. Un peu comme Bismarck avait réussi à faire la réunification allemande, mettant fin à l'héritage génial de Richelieu et Mazarin, etc. Bon. Mais ce qu'a fait Bismarck, il a battu l'Autriche à toute vitesse, la France à toute vitesse, il a fait l'unité allemande, ça a duré quelques semaines. Voilà. Donc puis la guerre de Crimée, c'était cruel et sanglant, mais ça n'a pas duré tellement longtemps, c'était périphérique. Donc en 1913-1914, les participants, les protagonistes ne croient pas qu'ils vont à une guerre mondiale, ils pensent que ça va durer quelques semaines. Je le dis parce que de temps en temps, dans l'état actuel du monde qui préoccupe certains, vous voyez, quand les médias ne savent pas quoi mettre en titre, Troisième Guerre mondiale. C'est idiot comme comparaison, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, montent les États-Unis, surtout quand ils finissent par entrer en guerre en 1917, uniquement quand l'Empire allemand fait la sottise de commencer à attaquer les convois de navires américains qui vont en Grande-Bretagne. Ça déclenche le basculement d'une opinion américaine qui était vraiment 50-50 par rapport à avant. C'est pas automatiquement du côté franco-anglais, du côté allemand. D'ailleurs, vous savez, peut-être pas qu'aux États-Unis, la décision de généraliser la langue anglaise plutôt que la langue allemande, au XIXe, s'est prise à une voix de majorité. Donc c'est un pays partagé pour des raisons évidentes, à cause des conditions de l'immigration. C'est un pays d'immigration depuis le début. C'est normal, ils avaient anéanti les premiers occupants, donc ils étaient obligés de faire venir l'immigration de partout. Et c'est là les prémices de la grande mondialisation dans laquelle nous sommes, mais pas tout de suite. Donc les Américains viennent en 1917, tout de suite après la guerre, ils repartent, puisque le Sénat des États-Unis ne suit pas Wilson, qui avait créé la Société des Nations. Wilson était une sorte d'idéaliste, pas lourd, enfin bon, comme une vision idéaliste, et ça se heurtait totalement aux idées qu'avaient les Européens sur les conditions de sécurité d'après la guerre. Clemenceau voulait des garanties territoriales, militaires, financières, et Lloyd George était plutôt du point de vue de Clemenceau que de celui de Wilson. Donc il y a déjà un choc à l'époque entre l'idéalisme qui est américain, plus tard il deviendra européen, et la vision européenne. Il y a d'ailleurs une anecdote pendant le traité de Versailles qui a tout réorganisé, bien ou mal, mais qui a tout réorganisé. Avant ça, il y a un déjeuner entre Wilson, Clemenceau et Lloyd George. Parce que tout s'est décidé à 3 ou 4 à Versailles, à la fin. Clemenceau parlait anglais, il était parti aux États-Unis après la Commune, et il avait une femme américaine. Et donc ils discutent entre eux, et Wilson fait l'éloge de la sécurité internationale, de la sécurité collective, ne pas se fonder sur les rapports de force, les garanties militaires ça vaut rien, donc il n'y a que la sécurité collective qui compte. Et Clemenceau lui dit, vous voyez votre poulet,
Qu'est-ce qu'il a, mon poulet? Ils sont en train de manger un poulet de Brest, à la truffe, excellent, tout ça. Bon. Il dit, ce poulet croyait énormément à la sécurité collective, en fait, pour assurer sa propre sécurité. Et donc, il y a un choc déjà entre deux conceptions que vous allez voir rebondir tout au long du XXe siècle. Qu'est-ce qui assure la sécurité dans le monde d'aujourd'hui? Et chaque fois, vous avez de nouvelles vagues d'idéalisme, très sympathiques, inspirées de loin par la philosophie de Kant, comme quand on dit société des nations. Il n'y a pas de société des nations, il y a une jungle des nations, mais c'est très bien qu'il y ait une organisation pour tout le monde. Alors donc les États-Unis viennent là, mais ils ne prennent pas le leadership. Ils ne veulent pas, ils repartent. Il y a donc l'après-guerre, qui est un peu chaotique, tout le monde connaît la crise, la volonté allemande de revanche, d'élimination du traité de Versailles, donc Hitler se sert, bon, Hitler, etc. Et finalement, les États-Unis reviennent, et cette fois-ci pour de bon. Mais le président Roosevelt, qui lui avait compris le danger hitlérien, qui voulait entrer en guerre, ne pouvait pas. Les États-Unis, le peuple américain ne voulait pas. Le peuple américain n'est pas du tout impérialiste. Il faut rappeler ça parce que, comme les idées communistes ont été très influentes dans la France d'après la guerre pendant des dizaines d'années, il y a une relecture, mais qui est inexacte. Et en 1940, Roosevelt a dû être élu en promettant de ne jamais envoyer les boys en guerre, en 1940. Il fallait Pearl Harbor. Il a fallu que les Japonais attaquent Pearl Harbor pour desserrer les taux dont ils disaient que les États-Unis les avaient enserrés pour les empêcher de se développer, blablabla, pour que ça provoque un choc et que Roosevelt en profite et engage les États-Unis, cette fois-ci pour de bon. Donc les États-Unis s'engagent, mènent la guerre. Dans les slogans modernes, on dit l'Europe c'est la paix, mais c'est un slogan idiot, c'est pas l'Europe qui a fait la paix. L'Europe c'est le territoire sur lequel les Soviétiques, grâce à Stalingrad, puis Roosevelt, les Américains, ont rétabli la paix. Donc ils rétablissent la paix, on est en 1945, et très vite, les Américains repartent, encore une fois. Ils n'ont pas l'intention de s'installer. Sauf que, en URSS, il y a Staline. Et Staline a promis à Yalta, où il n'y a eu aucun partage du monde, contrairement à ce qu'on raconte, il a promis à Yalta qu'il imposerait des élections libres dans tous les pays d'Europe de l'Est libérés par l'armée rouge contre les nazis. Naturellement, il ne le fait pas. Roosevelt l'a cru, ou a fait semblant de le croire, Churchill ne le croyait pas, mais c'est le malentendu de Yalta. Du point de vue européen, il voit bien qu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc., les gouvernements de coalition sont renversés, les communistes s'installent partout, les Européens ont peur. Ils demandent aux États-Unis de revenir. Or, les États-Unis se sont retirés. Après la guerre, ils ont retiré les armes même. Donc les Européens disent, mais c'est la panique, Staline est tout près. Après, il y a la guerre de Corée qui fiche la trouille, parce que si c'est en Europe comme en Corée, le général de Gaulle, à l'époque, qui a créé le RPF, dit l'armée rouge n'est qu'à deux journées d'étape du Tour de France de Paris. Alors, les Européens demandent, les Européens qui n'ont pas du tout les moyens, tout seuls, de défendre l'Europe. Ils n'ont plus les moyens militaires, ils n'ont pas l'organisation, ils n'ont pas la volonté politique. Ils supplient les Américains de revenir. Le Sénat américain dit jamais, ça suffit comme ça, 2 guerres mondiales, ça suffit, qu'ils se débrouillent. Mais Truman, grand président, oublié, sous-estimé, parce qu'il a succédé au charismatique Roosevelt, Truman tranche sur, oui, on accepte une alliance avec les Européens. Tout ça est d'actualité totale. Je ne suis pas en train de faire de l'histoire préhistorique. Tout ça est très important aujourd'hui, pour comprendre les mécanismes dans le monde d'aujourd'hui. Et dans l'Alliance Atlantique, il y a un article que les États-Unis n'avaient jamais accepté, un article 5, qui dit que les alliés se doivent assistance en cas d'agression. C'est ça que le Sénat ne voulait pas accepter. Il n'y a jamais eu d'engagement de ce type dans l'histoire américaine. Finalement, ça passe. Donc il y a l'alliance. Mais les Européens, toujours les mêmes, se disent, mais c'est pas du tout suffisant. Si Staline nous attaque, il va mettre la main sur toute l'Europe en 3 jours. Puisque les Américains, ils ne sont pas là, ils ont traité le signé d'alliance. Mais le temps de s'organiser, de revenir, donc ils supplient les Américains de revenir physiquement. Pas simplement le traité, mais une organisation. C'est le O de OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors les Américains finissent par dire, ok, on revient, on met l'armée américaine, on la met en Allemagne de l'Ouest, on la met le long du rideau de fer. Il n'y a pas encore le mur de Berlin, qui est un épiphénomène, c'est longtemps après. Et le long du rideau de fer, comme ça, on dit
engage là. Et les Européens sont très soulagés parce qu'ils sont incapables de faire ça en fait. Et c'est une structure de fond qui n'a pas changé jusqu'à maintenant. Et tous les discours creux sur l'Europe de la défense, ça peut avoir un sens en termes de projet militaire, bien sûr, mais ça ne veut absolument pas dire que les Européens d'aujourd'hui seraient capables de s'organiser pour se défendre sans l'Alliance Atlantique. Encore aujourd'hui, en 2018, les États-Unis payent 70% des dépenses de défense de l'Europe. Je ne dis pas ça pour être positif avec Trump, parce que tous les présidents l'ont dit avant Trump. Et il peut arriver que dans le magma des déclarations ubuesques, Trump dise des choses vraies, parfois mélange au reste. En tout cas, c'est un invariant de la situation internationale. Donc ça veut dire que les Européens, après la guerre, sauf la Grande-Bretagne et la France pour des raisons d'abord coloniales, puis après d'ambition, tout court, en fait, ils s'en sont remis aux États-Unis. Ils ont mis sac à terre, ils ont dit c'est plus possible, la politique de puissance, une catastrophe complète. Donc ils se sentent protégés. Et tout ce qui sera après la construction européenne a démarré comme ça. Donc la façon dont on raconte la construction européenne longtemps après est une fable pour les enfants. Les Européens se sont battus, puis ils ont dit c'est pas possible, il faut se mettre d'accord, c'est bien entre nous, et on va faire l'Europe. C'est pas du tout comme ça. Donc les Soviétiques et les Américains imposent la paix, et les Américains imposent aux Européens de coopérer entre eux. Et le plan Marshall, c'est la genèse de la construction européenne. Et d'ailleurs, au début, les Français ne veulent pas qu'on intègre l'Allemagne dans un système de défense de l'Europe, même américain. Parce qu'ils disent c'est pas possible, les nazis, tout ça. Mais c'est plus les nazis, c'est Adenauer, ça n'a rien à voir. Si, quand même, on a peur. Bon. Et pendant plusieurs années, les Américains essayent de convaincre les Français, notamment, qu'il faut une organisation européenne pour faire face à la menace de l'Est. Ça donne naissance à l'idée de la communauté européenne de défense, que regrettent encore aujourd'hui les nostalgiques de la construction européenne. Mais en réalité, c'est une astuce du Pentagone de l'époque pour remettre l'Allemagne dans un ensemble, mais qui est contrôlé par les États-Unis. Donc toute cette histoire doit être connue maintenant et racontée, parce que ça revient périodiquement. Chaque fois qu'on va se dire « que fait l'Occident aujourd'hui ? Mais c'est qui l'Occident ? Et face à la Chine, et face au terrorisme, etc. etc. » À chaque fois, on va se dire « mais c'est quoi l'Occident ? C'est qui exactement ?» Et vous allez revenir à ces épisodes fondateurs. C'est des scènes primitives, comme on dit en psychiatrie, par rapport à la situation internationale d'aujourd'hui. Alors, on n'est pas encore à la mondialisation qui va nous perturber tous, puisque le monde est vraiment coupé en deux. Il y a la guerre froide, il y a le monde capitaliste, comme disent les communistes, puis le monde communiste et soviétique, et puis le troisième monde. C'est un sociologue français, Alfred Sauvy, qui invente l'expression tiers-monde. Par analogie, le tiers-État de la Révolution française. Donc l'Est-Ouest, c'est le tiers-monde. Et ça dure des dizaines d'années, avec des périodes dures et vraiment dangereuses, puis des périodes de détente, à partir de Nixon et Kissinger, ça c'est mieux géré, et puis ça dure, jusqu'à ce que finalement l'Union soviétique se décompose complètement, fin 91, et c'est la décomposition de l'URSS qui permet la réunification allemande, c'est pas l'inverse. La réunification allemande, c'est un sous-produit de l'affaiblissement de l'URSS, en fait. Et l'URSS finit par disparaître. Gorbatchev, qui est un personnage extrêmement intéressant, qui a joué presque au-delà de ce qu'il voulait, un rôle historique immense, doit être redécouvert, parce que si l'URSS avait été gouvernée par un nationaliste dur répressif, et non pas par Gorbatchev à partir de 1985, il aurait tiré dans le tas, il aurait réprimé sauvagement, l'URSS se serait quand même décomposée, mais 10 ou 15 ans plus tard. Pas en 91, mais plus tard. Or, Gorbatchev, c'est quelqu'un qui est arrivé en disant qu'il n'emploierait jamais la force pour maintenir le contrôle de l'URSS sur l'Europe de l'Est. Il espérait sauver l'URSS, ce qui était utopique, mais c'est une sorte d'utopiste, Gorbatchev. Il était prêt à lâcher tout le paquet qui va de la Pologne à la Roumanie. Il y avait été, il savait qu'il y a une espèce de haine totale contre les Russes. Il pensait qu'à l'époque des fusées, ce que Staline avait obtenu juste après la guerre ne se justifiait plus. Mais il aurait voulu garder le Caucase, les pays baltes, etc., dans l'URSS. Bon. Donc dès qu'il y a Gorbatchev, ça s'accélère, et puis finalement, on en arrive. Donc fin 91, quand les futurs présidents de Russie, Yeltsin, les futurs présidents d'Ukraine, de Biélorussie, etc., se mettent d'accord,
entre eux pour dire on va devenir indépendant et l'URSS disparaît. Donc ils disent à Gorbatchev, tu t'en vas parce qu'il n'y a plus d'URSS. Et donc la fin de l'histoire, c'est Gorbatchev qui s'exprime, qui parle à la télévision encore soviétique en décembre 91. À partir de 92, on est dans le fameux monde global, dans le nôtre. Et ça n'a plus rechangé en vrai depuis. Donc ce que je vous dis là, c'est que vous ne vous laissez pas impressionner par des événements considérables qui ont lieu tout le temps dans tous les sens. La structure n'a pas changé depuis. On est dans le même monde global. Il est global économiquement, il paraît global politiquement, ce qui est faux, mais je vais développer. Alors, économiquement, oui, il est global, puisque c'est l'économie de marché qui a triomphé à l'Ouest, qui finalement s'est étendue au monde entier. Longtemps avant en Chine, parce que quand Deng Xiaoping, qui est un géant qui a modifié le monde, Mao Tse-tung a recréé la Chine en faisant couler des fleuves de sang, avec une cruauté géante et une efficacité très grande, mais il n'a pas changé le monde, Mao, il a changé la Chine. Mais Deng Xiaoping, il a changé le monde, parce que c'est lui qui a eu l'idée géniale, de son point de vue, de libérer l'énergie de la Chine, en laissant se créer un capitalisme Far West, tout en gardant le contrôle politique. Alors que les gentils occidentaux, dans la naïveté, pensaient que les deux étaient liés, l'économie de marché et la démocratie. Il y a une preuve que je sois lié historiquement, dit maintenant, mais c'est la croyance des 30 dernières années. Donc quand l'URSS finit par s'effondrer, la Chine, on est en 91, donc la Chine a déjà rallié l'économie de marché, sauvage, mais l'économie de marché depuis 1979. Donc il n'y a plus que la Russie. Et à l'époque, les États-Unis contrôlent quasiment ce qui se passe sous Yeltsin, imposent leurs conseillers absolument partout, à la demande d'ailleurs des Russes, qui sont des libéraux, ultra-libéraux de choc, beaucoup plus durs que Mme Thatcher, et ils imposent des réformes en Russie. Et les Russes, d'ailleurs, dans la décennie qui suit la fin de l'URSS, ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat. 40%. En Europe, si dans un pays quelconque d'Europe, les gens ont le sentiment d'avoir perdu moins 0,5, c'est une révolution, les médias parlent que de ça, tout le monde est furieux, etc. Ils ont perdu 40%. Donc le monde a bien eu de la chance qu'il n'y ait pas eu un leader beaucoup plus dur et dangereux que Poutine, par rapport à ça. Donc on en arrive à notre époque. Et ma thèse, c'est que la mondialisation qui s'impose après, donc mondialisation, économie de marché, très financiarisée, aujourd'hui, à peu près 90% des flux financiers ne correspondent pas à ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est de la spéculation sur la spéculation sur la spéculation, etc. L'économie purement financière. Et elle est très dérégulée. Toutes les régulations qui avaient été mises en place à l'époque de Roosevelt aux États-Unis pour sortir de la crise de 29 ont été démontées petit à petit depuis 20 ou 30 ans. Depuis, c'était un petit peu régulé par Obama, c'est à nouveau dérégulé par Trump. En tout cas, c'est extension au monde, l'économie globale, financiarisée, dérégulée. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Même si, à la question à l'époque britannique, c'est pour ça que j'ai fait ce long rappel historique, il y a une sorte d'économie globale, mais qui ne touche pas le monde entier, on peut circuler où on veut, on n'a pas besoin de passeport, la livre est convertible partout, etc. Enfin bon, c'est un autre monde. Donc on est dans cette époque-là, et à partir de là, s'est développée une croyance, une sorte d'illusion que les responsables de l'Organisation mondiale du commerce sont très bien représentés, qui est toute l'histoire de l'humanité d'avant, en fait c'est périmé. Toutes ces histoires d'identité, de nationalisme, de rapport de force, on s'en fiche, puisque l'accroissement global de la richesse dans le monde va dépasser tout ça. Va dissoudre tout ça, comme si les gens n'étaient que des êtres économiques, et comme s'il n'y avait pas des problèmes d'identité, de culture, etc. Mais il y a une croyance très très forte. D'où la volonté d'une mondialisation à outrance, pendant 20 ou 30 ans. Alors évidemment, dirigée par les États-Unis, mais pas que. Et d'ailleurs, je voudrais introduire une distinction sémantique dans la mondialisation, parce qu'on dit en général la mondialisation, c'est complètement idiot d'être contre, parce que c'est un fait. C'est parce qu'on a inventé le porte-conteneur et le portable, comme autrefois on avait inventé le gouvernail des tambours, des choses comme ça. C'est pas tout à fait vrai, c'est vrai, mais c'est pas vrai, parce que dans la mondialisation, il y a les mondialisateurs et les mondialisés, qui n'avaient rien demandé. Les mondialisateurs, ce sont des théoriciens, des gouvernements, des puissances, des entreprises géantes, des financements, etc., des peuples. Donc les Américains sont très mondialisateurs tant qu'ils pensent que ça leur profite.
Et dans l'histoire économique des pays, les pays sont souvent protectionnistes tant qu'ils pensent que le libre-échange va les foutre en l'air. Quand ils deviennent dominants, ils deviennent libre-échangistes. C'est typique dans l'histoire britannique, ça. Qui devient libre-échangiste, qui après, précisément, une fois avoir anéanti l'industrie textile de l'Inde, qui était la première du monde. La première du monde, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y avait pas de monde globalisé, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire sur les différentes étapes. Donc les États-Unis imposent cette division, et dans tous les sommets, donc la réunion de l'OMC, puis tous les sommets de G7, etc., il y a tout ce langage international automatique de la croissance qui est globale, inclusive, tous les jargons modernes. Et il n'y a qu'une seule solution, il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et dans l'idéologie qui a dominé l'OMC, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, il y a au sein de l'OMC une sorte de justice interne qui s'appelle l'organe de règlement des différends, l'ORD, et qui a toujours fait en sorte qu'on n'emploie jamais les instruments de défense commerciale. Alors que normalement, les Européens, les Américains par exemple, qui protestent contre les Chinois, ils étaient les premiers depuis des années à dire qu'il ne faut pas se servir des instruments de défense commerciale pourtant prévus par les accords OMC, parce que ça va déclencher des représailles des Chinois et que quand même il faut garder le libéralisme total, ça fait des ravages chez nous, mais on s'en fiche parce que globalement on y gagne. Donc il y a une espèce de confiance énorme des mondialisateurs. Et alors, les mondialisateurs ne sont pas soutenus par toute leur population. Donc dans chacun de ces pays, vous avez une partie de la population qui suit le mouvement. Ok, on va y gagner, quoi, en gros. Et une partie de la population qui ne suit pas et qui décroche petit à petit. D'abord les classes populaires, puis les classes moyennes. Ça monte. Au début, la contestation de la mondialisation par les ridicules, c'est marginal, c'est les altermondialistes, c'est les antimondialistes, etc. Et petit à petit, ça se répand. Et on en arrive à la période plus récente, où, après avoir énormément enrichi, c'est vrai que la mondialisation enrichit, c'est tout à fait faux que qui que ce soit se soit appauvri dans la mondialisation. Et si on regarde le niveau de vie réel, indépendamment de la façon de calculer dans tous les pays du monde, aucun pays ne s'est appauvri. Aucun. Mais il y a des pays qui ont stagné. Et par contre, entre les pays, comme au sein des pays, il y a des gens dont l'enrichissement était tellement géant, spectaculaire, géant, que l'écart est devenu insupportable. Insupportable psychologiquement, politiquement. Et ce n'est pas à cause d'un appauvrissement, c'est à cause d'un accroissement des inégalités par rapport à ça. Donc, on en arrive à une période plus récente où, dans les dernières années, on voit monter en Occident, indépendamment de la contestation des Occidentaux par les autres, on va monter un énorme phénomène qui est celui du décrochage des classes populaires. Sinon, il n'y a pas l'élection de Trump. C'est pas compréhensible s'il n'y a pas ça. Donc, même aux États-Unis, qui ont été le moteur de la mondialisation à outrance, une partie des gens se disent « mais nous, on n'en profite pas. Ça profite qu'aux Chinois. » Et c'est pas parce que les arguments de Trump sont dans la plupart des cas faux, absurdes, tout ce qu'on veut, mais les gens croient ça. Et en Europe, petit à petit aussi. Et le grand problème de l'Europe des dernières années, c'est pas tellement les perturbations du monde extérieur, c'est précisément le fait qu'en Europe aussi, les classes populaires, puis les classes moyennes décrochent, petit à petit. Donc, dans ce monde actuel, très perturbé par la mondialisation, enrichi, mais de façon, bien sûr, totalement inégalitaire, perturbé, avec une perte de pouvoir, des pouvoirs politiques classiques, partout, avec un ébranlement culturel et identitaire profond. Parce que la plupart des peuples sont... Les peuples sont pas forcément... Ils ont un peu peur des changements, mais les peuples vraiment hostiles à d'autres, il n'y en a pas tellement. En fait, les gens sont plutôt arrangeants, ils s'adaptent plutôt, plus ou moins. Les phénomènes de racisme dont on parle tout le temps sont marginaux, en réalité. Sauf que les peuples ont facilement peur de ce qui change trop vite. Que ce soit les modes de vie, que ce soit les mouvements de population, que ce soit le langage, etc. Donc il y a une espèce de méli-mélo qui s'est produit et qui donne le sentiment de ne plus être contrôlé par qui que ce soit. Et là, dans le monde d'aujourd'hui, je me suis rapproché par étapes du monde d'aujourd'hui, non seulement il n'y a pas encore la communauté internationale, mais même les systèmes de gouvernance ne fonctionnent pas très bien. Quand vous mettez ensemble dans un G7 ou un G8 ou même un G20, le sommet du G20, où il n'y a d'ailleurs pas 20 pays, mais 25 à peu près, vous rassemblez des tas de gens, dont certains ont une autorité réelle chez eux, genre le président chinois,
ou Poutine chez lui, mais dans la plupart des pays démocratiques, les gens qui sont là disent oui, il faudrait faire ceci, cela, mais c'est un chemin de croix après, pour faire passer les idées, pour que le Parlement soit d'accord, pour que le gouvernement de coalition tienne bon. Donc vous rassemblez des gens dont le pouvoir est relativement affaibli. Parce qu'il y a une énorme crise au sein des démocraties avancées. En général, là où la démocratie n'est pas installée, il y a une grande espérance sur la démocratie. Mais dans les pays où la démocratie est installée depuis longtemps, il y a une crise énorme, parce que le genre de démocratie qu'on a installé il y a très longtemps en Europe et qui s'est généralisé après, c'est la démocratie représentative. On ne peut pas faire de la démocratie directe, on est trop nombreux, on n'est pas dans un petit village suisse où tout le monde peut se rassembler devant la place de l'église et décider ce qu'on vote. Bon. Donc on élit quelqu'un, un représentant. Et au tout début, au 19e, on élit quelqu'un qui après va prendre son cheval et aller à la préfecture, et puis après il va trouver un train pour monter à Paris ou une diligence. Bon. Donc tout ça, il faut une représentation. Et on élit un député, on lui fait confiance, et 5 ou 6 ans après, si on est content, on le reconduit. Et sinon, on change. Les mandats sont relativement longs. C'est la démocratie représentative. Et quand vous arrivez à l'époque moderne, où tout le monde est informé à la seconde, et tout le monde a un portable, au minimum, ça ne marche plus. Vous voyez bien dans les démocraties modernes, les vieilles démocraties modernes, il y a un niveau de culture, les gens travaillent moins, ils ont plus de temps, ils sont informés tout le temps, dans tous les sens, et donc il y a une demande de démocratie plus directe. Et on voit des phénomènes cocasses. Les gens élisent un président ou une assemblée, puis 8 jours après, ils commencent à râler parce qu'on ne les a pas reconsultés. Ils finissent par trouver que ce n'est pas démocratique parce qu'on ne les a pas reconsultés, eux, personnellement. Donc on n'est pas loin, en tout cas dans ces pays-là, d'un système séduisant en théorie, mais effrayant en pratique. On pourrait reconsulter tout le monde sur le portable tous les matins. Il y a eu un crime atroce, est-ce que vous êtes d'accord pour rétablir la peine de mort? Si on passe à la démocratie directe, en Europe, vous avez à nouveau la peine de mort dans la moitié des pays. Pour prendre ce seul exemple, on peut en prendre des tas d'autres, en fait. Et c'est pas impossible, c'est techniquement possible, en fait. Il y aurait des codes pour identifier les gens, pour qu'ils ne votent pas 3 fois. Bon. Donc, ce qui était une utopie philosophique devient une possibilité technologique qui a un inconvénient énorme du point de vue des gouvernements, c'est qu'ils ne sont jamais tout à fait sûrs. Dans les régimes démocratiques modernes, avec des élections tout le temps, une échéance, les gens calculent, il a un mandat encore pour combien de temps, qu'est-ce qu'on va faire, on prépare la suite, tout ça. Même en Chine. En Chine, il n'y a pas de démocratie au sens tunisien ou européen, mais en Chine, il y a quand même 80 millions de membres dans le Parti communiste. 80 millions, hein. C'est une minorité pour la Chine. Bon. Mais ils votent un peu entre eux, ils ont le droit de choisir entre différents candidats pour des petits postes locaux, par rapport à ça. Mais même dans le système chinois, qui est quand même contrôlé, et à nouveau un peu plus contrôlé par le président Xi Jinping. Bon. Dans le deuxième mandat, puisque depuis Deng Xiaoping, qui se méfiait des horreurs qu'avait fait Mao à la fin, il faisait 2 mandats et c'est tout. C'était respecté par Jiang Zemin et par Hu Jintao après. Et Xi Jinping, il s'est dit, si je laisse ça comme ça, dès mon deuxième mandat, les intrigues vont commencer pour savoir qui est mon successeur. Il le sait, parce que lui, il a dirigé les intrigues d'un des 2 camps, celui qui a gagné, contre le clan de Bo, qui a perdu, dans le deuxième mandat de Hu Jintao. Donc certains spécialistes disent, si le président Xi Jinping a pris la décision de pouvoir se représenter indéfiniment, c'est pas tellement par mégalomanie et pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort, peut-être, hein, on n'en sait rien, mais c'est peut-être pour empêcher que ces manœuvres commencent et le paralysent. Ce que je veux dire, c'est que même en Chine, où vous pensez que tout est contrôlé, en fait, même en Chine, vous avez certains des inconvénients qui se voient comme le nez de la figure dans les pays démocratiques qui sont toujours en train d'attendre le sondage, le journal du soir et l'élection de la semaine prochaine. Donc, dans ce monde-là très perturbé, encore une fois enrichi, perturbé par la mondialisation, il faut avoir en tête que les Occidentaux, en tout cas les régimes démocratiques, ont de plus grandes difficultés que les autres à s'adapter. Je ne plaide pas pour un changement. En Inde, dans certains journaux, très rares, hein, on peut lire des articles du genre « Le système chinois, c'est quand même mieux, finalement ». Donc l'Inde se vante d'être la plus grande démocratie du monde, en tout cas la plus peuplée. Bon. Il y a plusieurs niveaux de décision, il y a encore plus de niveaux de corruption qu'ailleurs parce qu'il y a plus de niveaux de décision.
Donc il y a des gens qui disent c'est quand même mieux parce qu'en Chine, quand ils décident quelque chose, ils le font. Les Indiens, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils parlent du TGV, Bombay-Delhi. Il n'y en a toujours pas. 30 ou 40 ans. Les Chinois, quand ils sont passés, certains d'entre vous ont certainement été en Chine, la vitesse de transformation du pays, les autoroutes, les aéroports, les ports, les trucs, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Comme ça. Donc certains Indiens, mais très peu nombreux, disent ça. Les autres disent non, on est attaché à notre démocratie, il n'est pas question d'en changer, il faut simplement la rendre plus efficace, ce qui est la position de tous les pays déjà démocratiques. Mais ces pays sont tous un peu frustrés parce que ça fonctionne moins bien. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes internes. Et on ne peut pas parler de géopolitique aujourd'hui de façon abstraite en disant l'Europe, les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. On ne peut pas en parler comme si les modes de décision politique fonctionnaient bien. C'est pas vrai. La plupart des modes de décision politique sont fragiles, ils sont compliqués, ils sont soumis à énormément de contraintes. Donc dans le carambolage mondial, ayez ça en tête. Alors précisément, pourquoi je dis carambolage mondial? Il n'y a pas encore de communauté internationale. Il n'y a pas de gestion collective. Il n'y a plus l'hyperpuissance dont je parlais moi, j'avais lancé ce mot dans la décennie 90, quand les États-Unis apparaissaient comme la plus grande puissance qu'on ait jamais eue. C'est plus vrai, ça s'est relativisé après. Et on n'est pas passé non plus à un monde bipolaire États-Unis-Chine, parce qu'ils ont des intérêts croisés communs, mais un désaccord stratégique de fond, comme on le voit à nouveau là maintenant. Donc il n'y a pas le fameux G2 qui avait mis en avant certains Chinois qui trouvaient chic d'être la puissance en face des États-Unis à un moment donné. Donc il n'y a pas de G2. Bon. Alors en France, et Jacques Chirac aimait beaucoup cette formule, notamment parce qu'elle énervait les Américains, on emploie le mot monde multipolaire. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'aux Nations Unies, il y a donc 200 pays à peu près. Donc il y a un système multilatéral qui fonctionne comme il peut, mais là-dedans, il y a quelques pôles. Mais là où je dis qu'on ne peut pas tout à fait parler de monde multipolaire, c'est qu'on ne sait pas tout à fait quels sont les pôles. Les États-Unis, oui, quand même. La Chine, oui, bien sûr. Le Japon, quand même. Est-ce que l'Inde est une puissance mondiale? Non. C'est une grosse puissance régionale au sens large. Ils ne sont pas au Conseil de sécurité, notamment parce que la Chine bloque toute réforme du statut. Bon. Et après, l'Afrique. D'abord, c'est idiot de dire l'Afrique en général, il y a 53 pays totalement différents, bon, donc ça ne veut rien dire. Mais il n'y a même pas d'accord entre Africains sur qui représenterait l'Afrique dans l'hypothèse où on arriverait à réformer le Conseil comme la France le préconise depuis longtemps d'ailleurs, en ayant un siège pour l'Afrique. Ça serait qui? Ça serait le Nigeria? Ça serait l'Afrique du Sud? Si c'est l'Égypte, ça ne représente pas l'Afrique noire. Est-ce que c'est un poste tournant tenu par le président de l'Union africaine? Il n'y a pas d'accord entre Africains là-dessus. Et même s'il y a un accord entre Africains, à supposer que ce soit un pays d'Afrique noire, il n'y a pas de pays arabe dans la nouvelle réforme du Conseil de sécurité. Même chose chez les latino-américains. Le Brésil dit c'est évidemment moi, je suis un pays énorme par rapport aux autres qui sont des nains, et les autres disent mais pas question, ça ne peut pas être le Brésil tout seul. Donc vous voyez, il n'y a pas d'adaptation des mécanismes, des rares mécanismes de contrôle qui existent, puisque beaucoup d'organismes n'ont pas de pouvoir, ce sont des lieux de rencontre, de concertation, de négociation éventuellement. Mais le Conseil de sécurité a un pouvoir, oui, en matière de sécurité. Il est le seul à pouvoir dire s'il n'y a pas de veto, on a le droit d'employer la force pour régler tel problème. C'est le chapitre 7. Après, il faut qu'il y ait un pays qui mette ses forces à disposition. Donc c'est un des rares mécanismes qui fonctionnent dans le monde tel qu'il est, mais il n'y en a pas tellement. À ce point-là de la réflexion à haute voix, ce que je voudrais vous dire, c'est que les différentes régions du monde ne sont pas du tout placées dans la même position par rapport à cette redistribution des cartes. Il y en a qui ont tout à perdre, et il y en a qui, au contraire, espèrent gagner. Donc les pays qui ont dominé le monde pendant plusieurs siècles, en bien ou mal, c'est un autre débat, et qui ont dominé, les Européens d'abord, qui ont colonisé à peu près le monde entier, puis les États-Unis. Ils ont évidemment beaucoup à perdre. Ils perdent le monopole de la puissance et du pouvoir qu'ils veulent partager avec d'autres. Quand on voit ça de n'importe quel autre pays que l'Occident, on dit ben oui, c'est bien, tant mieux, chacun de son tour, c'est normal, tout ça. Mais pour les pays en question, c'est paniquant un peu. Donc ça explique les soubresauts de la politique américaine
ils ont beaucoup de mal et ça les angoisse. Ça les humilie et ça les angoisse. Comment s'adapter à ce monde qu'ils ne contrôlent pas entièrement? Est-ce qu'il faut s'abriter ou tenter de le recontrôler? Ils ne savent pas, en fait. Les Européens, ils ont du mal. J'ai un peu dit pourquoi tout à l'heure. Ils ont idéalisé les choses depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils croient dans un monde de sécurité collective, de dépassement des conflits, de valeurs universelles, de société civile, d'ONG, blablabla. Bon, tout ça est formidablement sympathique, mais ce n'est pas le monde réel, en fait. Le monde réel reste très dur. Donc les Européens, ce n'est pas l'humiliation ni l'angoisse des Américains, c'est une sorte de réveil brusque d'un rêve et quand même une autre forme d'angoisse. Donc les Européens, c'est important parce qu'en Tunisie, très souvent sur des tas de sujets quotidiens ou de discussions en Tunisie, sur l'avenir de la Tunisie, du processus, des réformes politiques et économiques, on dit oui, mais l'Europe devrait faire ceci, cela. Mais ne croyez pas que le système européen soit en pleine forme. Le système européen a du mal à se mettre d'accord, en fait, sur ce que sont ses intérêts, parce qu'il n'a pas été conçu pour raisonner en termes d'intérêt nationaux classiques. Vous voyez, l'ensemble du système débloque un peu. Alors, je viens de parler des pays qui étaient en situation dominante et qui doivent s'adapter, ils n'ont pas le choix. Et moi, je plaide en France depuis très longtemps pour précisément qu'on soit plus réaliste, moins chimérique. Par exemple, en général, je le dis en France, mais bon, je peux le dire là quand même. Vous connaissez dans les automatismes, France, patrie des droits de l'homme. Bon, c'est très sympa. Mais on n'a aucun moyen pour imposer le respect des droits de l'homme à qui que ce soit. Donc ça veut dire quoi, en fait? Donc c'est un truc à usage interne, c'est pour plaire aux médias français ou au Parlement français. D'ailleurs, Badinter est malin, il dit non, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Et de toute façon, ça ne nous donne pas de baguette magique pour transformer la Chine en un gros Danemark, ou faire en sorte que tous les pays arabes deviennent aussi raisonnables que la Tunisie. On n'a pas ce moyen-là. Donc à quoi ça sert de dire France, patrie des droits de l'homme? Et en plus, c'est contestable, puisque les Anglais ont connu un processus de transformation historique extraordinaire, même avant, pendant longtemps. Vous voyez? Il y a aussi une prétention française. J'adore mon pays, mais bon, j'ai la liberté de parole, je parle à titre tout à fait personnel, là, mais je trouve que c'est bien d'être capable de s'auto-évaluer aussi. Il y a une idée française comme quoi nos idées sont universelles. C'est l'universalisme français. Et d'ailleurs, quand on a colonisé, contrairement aux Anglais qui n'ont jamais prétendu coloniser au nom des idées universelles, on a prétendu coloniser au nom des idées universelles. Il faut quand même faire profiter tout le monde de nos idées universelles. On l'a énormément dit. Et beaucoup de gens étaient totalement sincères, d'ailleurs, en disant ça, en faisant ça, en pratique. Bon, mais si l'univers tout entier ne considère pas automatiquement que nos idées sont universelles, c'est qu'il y a un bug quelque part. Donc, c'est pas forcément utile de le dire. Donc, si on a des idées universelles géniales pour, je sais pas, régler la question du Proche-Orient, très bien, il faut le dire. Si on n'a pas d'idées universelles géniales, c'est pas la peine de le mettre en avant. Donc, c'est pour vous dire que je suis un peu différent de la tonalité habituelle du débat franco-français sur ces sujets, parce que pour moi, c'est un impératif de rigueur intellectuelle, d'honnêteté, de lutte anti-chimérique, etc. Mais nous avons donc plus de mal à nous adapter, nous Français, à la nouvelle donne, que d'autres pays, même occidentaux, mais qui ne pensent pas avoir une influence particulière ni un message spécial. Donc chaque pays le vit à sa façon. Après, là je parlais des pays mondialisateurs dominants, qui doivent s'adapter, après la longue histoire que j'ai résumée tout à l'heure. Il y a tous les pays mondialisés, qui n'avaient rien demandé. J'ai parlé des classes sociales mondialisées dans les pays développés qui n'avaient pas demandé, mais il y a les pays mondialisés, en fait. Alors là, c'est très différent. Les pays arabes en font partie, tous les pays d'Asie, tous les pays d'Afrique, une partie des pays d'Amérique latine. Là, c'est très différent parce que on ne peut pas globaliser, on ne peut pas dire les émergents, par exemple. Ça ne veut rien dire. Les perspectives pour la Chine et l'Indonésie et l'Inde, ce n'est pas du tout pareil, en fait. Ou le Brésil et les pays andins. Donc, tous ces pays se disent, dans la mondialisation, ce qui est acquis, c'est que les pays occidentaux ne peuvent plus faire complètement la loi, même s'ils n'ont pas encore tout à fait réalisé. Il n'empêche qu'on a quand même besoin d'eux. On n'a pas envie qu'ils soient complètement marginalisés, parce qu'on n'a pas envie non plus d'être en tête à tête avec la Chine. Bon, c'est ce que pensent beaucoup d'émergents. Je mets à part la Chine, je peux pas, c'est la Chine. Et donc, là, chaque pays dans cette redistribution est confronté à ses interrogations et à ses propres limites.
Mais tout bouge, comme il n'y a plus de contrôle global. Tout bouge. Regardez le Moyen-Orient. Il a été organisé, sans doute ici, vous direz, bien au mal, entre les diplomaties françaises et britanniques, avant la diplomatie italienne aussi, et comme l'Italie a pris parti du mauvais camp, ils ont été sortis, alors que normalement, ils avaient demandé un gros morceau de l'Anatolie, les Italiens. C'est aussi absurde que le reste du partage, mais il est resté le reste du partage entre Sykes et Picot, les accords Sykes-Picot. À l'époque, donc on découpe les débris de l'Empire ottoman, et puis on réfléchit, est-ce que, alors la Syrie a quand même une existence historique malgré tout, donc la Syrie, on crée le Liban parce qu'il y a les liens historiques avec les chrétiens maronites, Clémenceau hésite avec son crayon sur est-ce qu'il faut juste un petit Liban où il n'y a que les maronites, ou un Liban plus large, mais où on s'arrange quand même pour que les maronites soient majoritaires ou que tout le monde croit qu'ils le sont. Bon, on fait un Liban un peu plus grand, et puis il y a l'hésitation anglaise, parce que les Américains à cette époque-là se sont retirés, sur qu'est-ce qu'on fait des débris de l'Empire ottoman. Donc est-ce qu'on crée un Irak, 2 Irak, 3 Irak? Il y a des discussions, il n'y a aucune raison majeure, parce que l'Irak n'existe pas spécialement avant, on ne va pas remonter à la Mésopotamie, puis de toute façon, si on remonte à la Mésopotamie, c'est l'Irak du Sud, pas du Nord. Bon, finalement, on crée l'Irak en mettant ensemble trois régions. Beaucoup de gens se révoltent, les Anglais mettent du napalm sur tout ça. Bon, tout ça est violent et terrible, c'est l'histoire d'avant. Mais dans le monde d'aujourd'hui, où plus rien n'est tout à fait contrôlé complètement, et où tout bouge, dans une espèce de mouvement semi-chaotique, c'est moi qui dis semi-chaotique pour vous ménager, mais le secrétaire général de l'ONU, Guterres, dit chaotique, tout court. Ça ne veut pas dire guerre générale, hein, ça veut dire rien n'est tout à fait stable. Eh bien, dans ce Moyen-Orient, l'Iran est plus fort, parce qu'il y a eu l'accord d'Obama, que moi j'approuve à fond. Mais il n'est pas fort au point de dominer la région. Même s'il y a des chiites dans plein d'endroits. C'est pas vrai, ils n'y arriveront pas. Il y a une lutte en Iran entre ceux qui veulent simplement que l'Iran, grand pays moderne d'avenir, se réinsère dans le jeu international, et ceux qui veulent développer une politique agressive à travers les minorités chiites. Il y a un débat chez eux, mais ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner au Moyen-Orient. L'Arabie ne peut pas gagner non plus, même en rassemblant tous les sunnites, et supposer qu'ils surmontent les désaccords entre eux, Qatar, Arabie et compagnie. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas empêcher l'Iran, qui est un vrai grand pays, très peuplé, de rejoindre un rôle majeur, pas forcément dominant. Mais bon, aucun des deux ne peut gagner complètement. La Turquie, qui a, il y a quelques années, rêvait de refaire l'Empire ottoman. Ça n'a pas marché du tout. Aucun pays arabe n'a envie d'avoir à supporter une sorte de nouvel Empire ottoman. Et Erdogan avait été en Égypte, même à l'époque des frères musulmans. Et il s'est fait jeter. Voilà. Donc ça n'a pas marché. L'Égypte n'a pas d'influence, elle a tellement de problèmes internes qu'elle n'a pas d'influence extérieure. Israël a évidemment tort dans l'affaire palestinienne, mais Israël n'est pas un facteur de déstabilisation en plus, et puis ils n'ont absolument pas le pouvoir d'imposer une solution plutôt qu'une autre. Donc vous voyez, il y a une déstructuration. J'ai fait un petit gros plan là-dessus, parce que c'est une région qui intéresse beaucoup la Tunisie, je sais, politiquement, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de stabilisation à portée de la main. Donc un jour ou l'autre, les sunnites et les chiites arrêteront de s'entretuer par yéménites interposés, syriens interposés, etc. Et on ne sait pas quand c'est. Et on ne voit pas quelle est la puissance qui va imposer ça. Parce que même si on voulait refaire Sykes-Picot, personne ne veut refaire, mais je suis en train de vous dire que ça ne marchait pas. Donc même si par hypothèse on met ensemble Poutine, Xi Jinping et Trump, vous voyez le mélange explosif, ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur la solution, ils ne pourraient pas l'imposer. Il y aura toujours un responsable local, Daesh ou un autre, tout ça. Donc vous êtes obligé de vous adapter à l'idée qu'il n'y a pas de solution en vue. Et ça ne sert à rien de dire que fait la communauté internationale pour les raisons que j'ai indiquées. Vous voyez ? Et même que fait l'Europe sur des sujets qui sont plus directement liés à vous, on n'est jamais tout à fait sûr de la réponse. Donc voilà, mondialisateurs mondialisés, pays qui ont dominé et qui doivent partager ce pouvoir en le relativisant, pays qui retrouvent du pouvoir mais qui ne savent pas trop comment, dans quelle configuration l'exercer. Et en Afrique, c'est typique, il y a énormément de points de vue différents. Et, vous ne verrez jamais l'Afrique unie sur quoi que ce soit, pas plus que l'Asie unie. Donc, beaucoup de désordres. Dans la question du monde arabe et du monde musulman, ce qui paraît évident, en dehors de l'affrontement sunnite-chiite que j'ai évoqué, qui n'a pas toujours été d'ailleurs aussi violent. Il y a
de grandes périodes de l'histoire du monde arabe où c'est tout à fait contenu ou maîtrisé, où les désaccords s'expriment autrement, donc ce n'est pas une fatalité complète en réalité. Enfin, c'est la situation de maintenant. Il y a l'autre élément qui est l'affrontement d'une micro-minorité. Alors je sais qu'il y a des problèmes de mots, vous m'en voulez pas si j'emploie pas les bons mots, mais il y a une micro-minorité d'extrémistes islamistes dangereux, radicaux. J'en ai parlé plus sur Anouchi ce matin, on a parlé de langage justement. Quels sont les bons mots pour définir les choses? Et lui, il me disait, ben, nous combattons l'islamisme, et nous pensons qu'il faut une alliance entre les démocrates et les musulmans modérés. Tout en disant, mais les musulmans, sont des démocrates. Musulmans modérés, démocrates. Mais nous avons affaire à un courant islamique. On ne peut pas dire qu'il ne se réclame pas de l'islam, mais ce n'est pas le nôtre, c'est très différent. Bon. Alors ça, je prends le gros plan tunisien, parce que ce qui se passe en Tunisie, ce qui va se passer en Tunisie, à mon avis, peut avoir un effet considérable, bien au-delà du Maghreb, dans tout le monde arabo-musulman. C'est d'ailleurs regardé de très près, par ceux qui veulent que ça marche, et ceux qui ne veulent pas forcément que ça marche. Il y a un gros enjeu, hein. Bon, en tout cas, il est évident que cet affrontement est énorme, qu'il est mondial, qu'il existe partout dans le monde où il y a des musulmans sunnites, notamment. À d'autres époques, c'était plutôt les Iraniens, mais là, c'est plutôt chez les sunnites. Et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça finira par s'arrêter. Les musulmans modérés, pour toute façon, finiront par juguler l'extrémisme. Et ça peut prendre un certain temps. Alors, entre-temps, des tas de pays prendront des précautions policières, des précautions militaires éventuellement, mais ça ne peut pas éradiquer le mouvement lui-même. Donc il faudra autre chose dans la durée. Alors les pays européens qui sont des victimes collatérales, même si c'est très traumatisant d'un point de vue européen, en Belgique, en France ou ailleurs, on est des victimes collatérales, le sujet ne vient pas de là. Mais comme les pays européens sont prétentieux et égocentriques, ils ramènent toujours ça, des problèmes chez eux. Ils disent, ah oui, mais s'il y a des islamistes dans nos banlieues, c'est parce que la politique des banlieues a échoué, ou parce que l'éducation, etc. C'est pas entièrement faux, mais si c'était que ça l'explication, il n'y aurait pas Boko Haram, il n'y aurait pas les talibans, il n'y aurait pas de phénomène en dehors de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est un élément idiot, en fait, par rapport à ça. Donc ce qui est évident, c'est qu'il y a un moment très dur d'islamisme radical, pour 36 raisons, qui se nourrit des frustrations locales, qui ne sont pas les mêmes au Pakistan, ou en Irak, ou en Tunisie, puisqu'il y a eu des combattants qui sont partis d'ici, ou au Maroc, etc. Alors ça, c'est dans le paysage, c'est dans le cadre. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Moi, je pense que ça finira par s'assécher, mais je suis incapable, comme vous, de dire si c'est dans 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans. On ne sait pas. Donc, il faut vivre avec le maximum de sécurisation, mais il y a un combat de fond à mener pour une victoire qui sera en même temps religieuse, théologique, intellectuelle, culturelle, etc. Ça fait partie de l'adaptation, parce qu'on peut dire que d'un point de vue, disons, islamiste et archaïque, c'est une sorte de dernier spasme de refus d'une partie minoritaire mais toxique du monde musulman d'adaptation au monde moderne. On pourrait le présenter comme ça, en disant que ça sera surmonté un jour. De même que les populismes en Europe, ce serait une sorte de spasme d'adaptation de la part de gens qui se sont exclus du processus. Donc vous voyez, je passe d'un continent à l'autre pour vous dire que aucune partie du monde n'est entièrement heureuse avec la mondialisation. Et que ceux qui passent leur temps à dire que c'est win-win, que c'est la seule option, etc., c'est pas vrai. Ils ont une vision très partielle du sujet. La plupart des peuples du monde sont mal à l'aise avec ça. Même aux États-Unis maintenant. Vous vous rendez compte? Même aux États-Unis, qui n'ont jamais Trump, avec sa vulgarité incroyable et ses promesses insensées, n'aurait été élu. Il est élu, il est toujours là. Après, avant l'élection, la plupart des démocrates ou des Européens ou des gens distingués disaient c'est impossible, c'est impensable, il ne sera jamais élu, mais c'est pas parce qu'il est vulgaire qu'il ne pouvait pas être élu. Bon, donc il a été élu. Après, plein de gens ont dit mais ça ne va pas durer. D'ailleurs, les grands électeurs ne vont pas voter comme dans le même sens. Absurde. Tout de suite après, on a commencé à parler d'impeachment, avant même qu'il soit à la Maison-Blanche, sous des prétextes variés qui changent toutes les semaines. Bon, je ne sais pas ce qui se passera au bout du compte, j'en sais rien. Peut-être qu'il sera rattrapé plutôt par un scandale sexuel que pour des histoires de financement russe, etc. On n'en sait rien, on ne sait pas. Mais la démocratie la plus puissante au monde a un système dans lequel ils peuvent élire quelqu'un comme Trump
qui en plus en effet a plus de grands électeurs que Hillary Clinton, qui a plus d'électeurs que lui. Bon, vous voyez, il n'y a aucun endroit au monde qui soit complètement indemne. Donc il ne faut pas avoir une psychologie, il ne faut pas croire aujourd'hui que quand on est un pays du Maghreb, ou un pays de l'ancien Sud, ou un pays arabe, le monde arabe ayant beaucoup de difficultés que l'on connaît, il ne faut pas croire qu'il y a une sorte de monde où tout marche comme sur des roulettes, ailleurs, et que vous êtes confronté, pour des raisons inexplicables, à des problèmes très compliqués. Ce n'est pas du tout ma vision. Donc moi je crois que chaque partie du monde a un effort énorme d'adaptation à faire. Je ne suis pas pour se résigner à une relativisation des phénomènes antérieurs de domination. Je suis au contraire pour s'insérer dans le jeu international plus qu'avant, et que la communauté internationale qui est à construire, elle est au bout de ce processus. Elle n'est pas avant. Il ne faut pas l'appeler à l'aide, dans le vide. Il ne faut pas attendre. Il faut construire la suite. Alors, les Occidentaux, je reviens à eux, parce qu'ils ont dominé, ils ont cru avoir tout organisé après la Deuxième Guerre mondiale. Impeccable. Les Nations Unies, conférence de San Francisco, où il y avait 49 pays à San Francisco, pas 200. On a organisé après l'aspect économique, à Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Après, on a fait les accords GATT, devenus OMC, à Marrakech en 1995. On dit, ça y est, c'est organisé. Les autres vont s'insérer là-dedans, ils vont devoir adapter leurs règles, se soumettre à nos conseils ou à nos dictats, ça dépend des cas. Alors, ils vont s'insérer petit à petit, on est en avance, eux en retard. Ce n'est plus tout à fait le cas. Quand c'est des petits pays qui contestent, ben on essaie de les tordre, en fait. Quand c'est la Chine, ça ne fonctionne plus. Donc je reviens un instant sur la Chine. Les spécialistes de la Chine, les vrais spécialistes, les amoureux de la Chine, qui connaissent la langue, l'histoire de la Chine, passionnés, il y a une chinophilie historique en France, de grands érudits. Ils disent, vous inquiétez pas, la Chine, qui est là depuis 4000 ans, a toujours méprisé le monde extérieur. Ça ne les intéresse pas du tout de convertir les autres. Donc, contrairement aux chrétiens et aux musulmans, ils ne veulent pas convertir les autres aux valeurs chinoises universelles. Ils veulent se développer, contrôler leur monde, et c'est tout. Donc, il n'y a pas cette rage prosélyte qu'on a donc et dans la chrétienté et dans l'islam. Mais les spécialistes de la Chine, sur le plan géopolitique ou énergétique, ou qui ont étudié les fameuses routes de la soie, etc., les nouvelles, disent, ouais, ça c'est bien joli, mais quand on atteint ce niveau de puissance, que la politique chinoise a un impact sur, je ne sais pas, 80 pays, si vous prenez toutes les routes de la soie, les routes terrestres, les routes, les voies ferrées, la nouvelle route de l'Arctique, les routes maritimes qui fichent la trouille aux Indiens, tout ce qui se passe en Afrique, partout, c'est colossal. Donc certains disent, oui, mais c'est pas possible que ça ne développe pas une idéologie de la puissance chez les Chinois. Peut-être pas pour convertir au sens de convertir à une religion, ils ne vont pas nous convertir au confucianisme, au taoïsme, ou je ne sais pas. Mais c'est un phénomène géant. Mais même en Chine, il y a un débat. Donc je ne suis pas en train de contredire ce que j'ai dit il y a 5 minutes, où je vous disais que tous les pays du monde en fait sont perturbés par l'adaptation. Alors même avec cette montée énorme de la Chine, il y a un débat en Chine sur est-ce qu'il faut qu'on s'impose en modifiant le jeu par notre poids et notre force? Est-ce qu'il faut créer une sorte de fonds monétaire concurrent, une banque mondiale concurrente, etc., etc. Ou est-ce qu'il faut qu'on s'insère dans le jeu plus? Et ce débat n'est pas tranché en Chine. Alors, il n'a pas lieu dans le grand public, il n'a même pas lieu auprès des 80 millions de membres du Parti communiste, il a lieu dans les instances dirigeantes. Il y a quand même une centaine de types qui débattent de ça en disant comment on joue. Et ce n'est pas déterminé à l'avance, ça va dépendre de la réaction des autres. The rest, nous. Et c'est là où on retombe sur l'Europe. Et moi, je vais conclure là-dessus, parce que je vais m'arrêter pour qu'on puisse avoir un échange qui était envisagé, s'il n'est pas malheureusement trop tard, je ne sais pas. Ce qui me désole, moi qui suis très français, mais très européen convaincu, pas fédéraliste, mais très européen convaincu, je suis absolument consterné, moi, que dans cette situation actuelle que je vous ai décrite, les Européens aient tellement de mal à se mettre d'accord. À se mettre d'accord sur les points fondamentaux. Je ne parle pas des directives sur la forme des écrous, des choses comme ça, mais se mettre d'accord sur des choses fondamentales.
quel est le type de relation que l'on a avec les autres partenaires mondiaux, avec Poutine. Comment faire par rapport avec Poutine pour être ferme, vigilant, dissuasif, mais coopératif en même temps et inventif. Comment faire? C'est ce qu'il faudrait faire. Par rapport à la Chine, comment faire pour que la Chine nous respecte? Le président Macron, moi je soutiens tout à fait Macron, je trouve formidable son démarrage à tout point de vue, mais il s'attaque à une tâche énorme. Il était en Chine, il a parlé de symétrie. C'est bien de parler de symétrie avec la Chine. Bon. Parce que les routes de la soie, elles ne marchent que dans un sens, hein, en fait. Il a d'ailleurs dit que ça serait bien que ce soit à double sens. Très bien. Mais ça peut fonctionner que s'il y a un bloc suffisant de pays européens qui dit oui, d'accord, on est prêt à montrer pas une force agressive, enfin un peu de force quoi, par rapport à la Chine. Les Européens ont tellement mal par rapport aux États-Unis. Je vous ai raconté exprès comment était venue après la guerre la soumission, la protection. Bon, on pourrait dire maintenant le temps a passé, on va s'organiser mieux, on va faire un effort. Même Mme Merkel, l'an dernier, quand elle a fait la connaissance de Trump, elle a été épouvantée, bien sûr, elle a dit après, on ne peut plus vraiment leur faire confiance. Il faut qu'on s'organise mieux entre nous. C'est la première fois depuis la guerre qu'un chancelier allemand a osé dire ça. Il y avait eu Helmut Schmidt à un moment donné qui pestait contre les manipulations monétaires américaines, mais il n'allait pas en tirer des conclusions globales. Mme Merkel a dit ça. Bon, il aurait dû y avoir en Europe un sommet. Elle a raison. On va s'organiser. On va garder l'alliance. On va faire le pôle européen de l'alliance. Il y en a marre de recevoir des injures, des instructions, etc. Bon. Donc, vous voyez, les Européens ont tellement de mal. Quand on parle de la question islam, je sais bien que c'est très compliqué, c'est hyper sensible, il ne faut pas se tromper de mots, etc. Mais la plupart des Européens réagissent de la pire façon, qui est de faire comme si ça n'existait pas. Donc sur l'islam, islamisme et compagnie, politique de l'autruche. Sauf les pays en première ligne qui n'ont pas le choix. Italie, France, etc. Bon, par rapport à l'Afrique en général, c'est évident qu'il faut bâtir un autre système de relations, que le vieil accord de Cotonou est complètement au bout du rouleau, qu'il faut entrer dans un vaste système de co-gestion des flux migratoires, avec en même temps une dimension de développement, enfin beaucoup de choses. Et les Européens ont beaucoup de mal parce que 90% de l'énergie du système européen passe dans une gestion interne des conflits internes. Préparation du prochain budget, préparation des prochaines nominations, etc., etc. Donc au moment où le monde entier serait, je crois, plutôt rassuré qu'une Europe plus forte, une Europe, une puissance pas pacifiste au sens des armements unilatéral, mais pacifique, je crois que le monde entier serait content. Je crois que la Tunisie serait heureuse qu'il y ait un partenaire européen solide, sérieux, qui sache ce qu'il veut, capable de comprendre politiquement l'enjeu politique de la Tunisie, pas uniquement en appliquant aveuglement des règlements, des directives, des exigences. Les Africains seraient aussi, je ne vois pas de puissance dans le monde qui serait énervée, sauf les Américains au début, mais ils s'adapteraient par l'émergence d'une vraie Europe-puissance. Donc moi, c'est ce que je souhaite, j'ai toujours travaillé dans ce sens. Mais ce n'est pas ce que je vois pour le moment, même si les orientations actuelles du président français vont dans ce sens. Mais je regarde le reste du système européen. Voilà, nous avons donc un enjeu collectif qui n'est pas que limité à des pays arabes qui se demandent pourquoi ça a mal tourné dans la plupart des cas des pointeurs arabes, sauf en Tunisie, qui se demandent comment sera la suite, etc., etc. Donc dites-vous bien qu'il y a un paysage global dans lequel tout le monde est malmené. Tout le monde. Et c'est pas pour être décourageant, c'est l'inverse. Je pense que dans ce contexte-là, il y a plus de lucidité et d'humilité partagée et de partenariats originaux pour rebondir. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous m'excuserez, c'est forcément, comme c'est panoramique et historique, j'ai forcément galopé dans cette vision, mais je vais vous dire vraiment comment je ressens les choses, et maintenant je serai heureux d'échanger avec vous. Si vous voulez vous lever comme ça.
vous entendra mieux même sans micro. Bien. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis très honoré de vous rencontrer. Voilà, j'ai avancé un petit peu. Écoutez, alors, en commençant, vous avez dit que dans les relations internationales, il y avait beaucoup de... C'est un univers pour les concepts. Je trouve qu'il y en a deux qui ont manqué. Les gens de ma génération parlent d'ordre mondial. On n'en a pas parlé. Avec l'ordre mondial, on pensait qu'on trouverait une parade à la division internationale du travail qui amenait trop de déséquilibre. Et on découvre, suite à la mondialisation, qu'il n'y a plus d'ordre mondial, qu'il n'y a plus de division internationale du travail, mais qu'il y a une répartition du pouvoir économique. Alors, je pense que le pluriel dans les mondialisateurs est un peu, je veux dire, risqué. Vous savez, le pouvoir économique mondial, quand on évoque cette question, on voit GAFA. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Je crois que le pouvoir échappe aux États. Quel rôle alors, ma question c'est quel rôle pour les États si on voulait reconstituer un ordre économique mondial qui soit juste? Et puis, juste une observation, là, en passant. De ce côté-ci de Méditerranée, on a une juste vision du rapport des forces et de la puissance des États. Vous savez, tout le monde avait cru que l'URSS était un géant. Et en 72, quand on a vu... Concentrez-vous sur votre question. Oui, on a vu comment Anwar Sadat a fait évacuer l'URSS, on a compris que c'était pas une puissance. La question, c'est quoi, finalement? Le pouvoir économique et les États. GAFA. Oui, est-ce qu'il échappe aux États? Et puis l'Iran, croyez-vous que ce soit une puissance? Parce qu'on a le sentiment que l'Arabie Saoudite l'a provoqué en duel au Yémen. Et elle n'a pas répondu. On va ajouter une règle. Des questions, sinon on va jamais y arriver. Okay. Des questions, merci. Alors, je réponds tout de suite. C'est évident que le pouvoir des États est affaibli non seulement par ce dont j'ai parlé, qui est la revendication vindicative de démocratie participative ou directe. Ça, c'est quand même un affaiblissement, ça complique énormément la tâche des gouvernements. Et qu'en même temps, il y a une sorte de société horizontale par rapport aux systèmes verticaux, qui est favorisée par les réseaux sociaux, donc par Internet, par le numérique, etc. Mais il y a une prise de conscience. Il y a 5 ans, on aurait dit, bah oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Là, c'est un peu différent, parce que même aux États-Unis, il y a un début de prise de conscience du pouvoir colossal obtenu par Google, Amazon et compagnie. Donc il y a un début de réaction, qui a commencé d'ailleurs en Europe, en réaction aux abus des astuces fiscales des entreprises en question. Mais elles ont un tel pouvoir, elles font tellement transformer la vie du monde. Rendez-vous compte, à quand remonte le portable personnel? C'est quoi, 15 ans maximum? Donc c'est colossal. Il n'y a aucune invention dans l'histoire du monde qui se soit répandue aussi vite et qui a modifié aussi intensément les rapports humains, les rapports sociaux, l'exercice du pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a un facteur d'affaiblissement. Il faut que vous regardiez si le pouvoir américain se réveille et fait contre GAFA ce qui a été fait au 19e contre Rockefeller, et finit par faire de la législation antitrust, qui porte un autre nom. C'est pas joué, mais ça se passe là. Sinon, vous verrez l'idéologie des gens de GAFA. Les plus utopistes d'entre eux, non seulement ils vont reculer la mort, en fait, d'autres trucs dingues comme ça, mais surtout ils rêvent de ne plus dépendre d'aucun gouvernement, notamment pas du gouvernement de Washington. Donc ils rêvent, je crois que la Californie devienne indépendante. À supposer que les électeurs de Californie soient d'accord pour ça, pas évident. Je serais même d'acheter une île en haute mer. L'un d'entre eux dit ça, il serait mieux d'avoir une île en haute mer, hors des eaux territoriales, pour gouverner le monde de loin. Et à ce moment-là, le monde serait partagé entre les manipulateurs californiens et les manipulateurs chinois. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas acceptable. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut rétablir un contrôle de gouvernement démocratique et en même temps efficace sur cette évolution. Monsieur. Monsieur l'ancien ministre des Affaires étrangères, votre Excellence, Sohail Bayout, cinéaste et société civile, je voudrais un peu pour libérer le flux des idées nouvelles, parce que penser la géopolitique, c'est un peu penser des futurs des rapports humains, justement penser l'homme actuel. Les électeurs ne sont pas des évaseurs des urnes.
ce n'est pas la faute des électeurs si le politique perd du champ. C'est-à-dire, le politique n'est pas conscient que l'homme nouveau, et ça on l'a vu en Tunisie, est un homme post-politique. C'est-à-dire le politique qui fait des lois qui servent plutôt, on voit bien en Tunisie, un appareil judiciaire, c'est-à-dire des policiers, des avocats, des juges, etc., qui en fait fonctionnent un peu de manière isolée. Il n'y a pas un feedback, il n'y a pas un retour. Et justement, comment penser la géopolitique, comment décliner cette démocratie qui sera dans le monde sous une optique d'un nouveau concept qui est l'homme post-politique. Monsieur Vidrine, je commence par un pourquoi, parce que c'est une question. Des questions, parce que c'est vrai qu'on a une petite demi-heure maximum. La France, pays des droits de l'homme, a choisi paradoxalement de livrer le sol français, d'ouvrir le sol français au wahhabisme. Ça, le wahhabisme, si vous faites un sondage dans le monde musulman, il n'est pas considéré comme le rite sunnite. Vous confondez wahhabisme et sunnite. Le sunnisme, c'est le rite malékite, c'est d'autres rites aussi modérés, tolérants. Si vous avez lu le livre de Mohammed Shafi, vous comprenez que le sunnisme, c'est le rite, la tendance musulmane la plus suivie dans le monde musulman, et que le wahhabisme, c'est un rite qui répand la haine, la division, et puis une petite question, monsieur, parce que vraiment... Et nous voyons paradoxalement que la France a ouvert son sol pour que l'Arabie saoudite installe des officines pour le culte et pour formater et endoctriner des jeunes maghrébins et les préparer pour passer à l'acte terroriste. Ça, c'est une question. Deuxième question, nous sommes étonnés que la France se taise lorsqu'elle voit que Israël, aujourd'hui, des policiers qui sont en train de tuer de sang-froid des Palestiniens, des jeunes Palestiniens, de les étrangler. On a des vidéos de policiers qui étranglent des enfants palestiniens en pleine rue, et que la France se taise, ne dit rien, ne réagit pas. Alors, on va peut-être rassembler 2-3 questions, mais des vraies questions. Et je vais faire un travail impitoyable. Une question d'une dame au fond de la salle. Une question et des femmes, oui, parce qu'il n'y a que les garçons qui parlent pour l'instant. Et une femme, s'il vous plaît. Dans ce pays qui les cultive. Non, mais quand même. Elles sont là, elles. Je m'adresse à M. Vidrine pour vous demander d'abord de Maastricht à Nice. M. Vidrine était parmi les stratèges et les constructeurs du sommet de Nice. Nice allait parvenir à la Constitution. Et que reste-t-il maintenant du sommet de Nice par rapport à l'Europe? Je vous remercie. Les femmes sont beaucoup plus disciplinées, donc sommet de Nice. Le sommet de Nice. On faillit parvenir à une constitution, et qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est ça, non? Oui. Alors, une question. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bienvenue en Tunisie. J'ai relevé dans tout ce que vous avez dit, qui a été très intéressant pour nous, Tunisiens, que vous trouvez que l'expérience tunisienne est très regardée dans le monde par ceux qui voudraient que ça réussisse et ceux qui ne le voudraient pas. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et d'après vous, quel est le camp qui va l'emporter? Merci. C'est une vraie question. C'est facile. Bonsoir, je me présente Shaima Riahi, élève du
cycle supérieur à l'ENA, deuxième période. Au nom de mes collègues et en mon propre nom, je vous remercie pour cette invitation. Donc, j'ai deux questions. La première concernant le rôle de la Méditerranée aujourd'hui. Et la deuxième, quelles techniques pourront les États adopter aujourd'hui en termes de négociations au niveau des relations internationales? Au sens large du terme, quelles sont les techniques qu'on peut adopter? Les meilleures techniques aujourd'hui qu'il faut... Les meilleures techniques. Alors, on va vous laisser répondre à ces nombreuses questions, déjà, pendant que vous préparez vos futures courtes questions. Bon. Nice, parce que vous étiez un acteur central de... D'abord, les luttes d'influence au sein de l'islam entre les différents rites, c'est d'abord avant tout l'affaire des musulmans. La France peut en être victime, mais la France n'a pris aucune décision par rapport à ça. Donc c'est pas la France qui a demandé à l'Arabie de répandre le wahhabisme partout. C'est pas de notre faute si le pétrole est en Arabie et pas en Tunisie. Mais si le pétrole était dans un pays de rite malékite, ça serait très bien. Il se trouve que le pétrole est en Arabie et que l'Arabie a répandu le wahhabisme le plus borné, le plus obscurantiste pendant des décennies, sans que personne s'en émeuve. Et la France est marginale dans l'affaire. Pourquoi les autres pays arabes n'ont pas réagi? Pourquoi les pays africains n'ont pas réagi? Pourquoi les autres pays européens n'ont pas réagi? Alors en France, il y a une explication. C'est que la France est devenue un pays tellement laïque que pendant très longtemps, les Français se sont dit de toute façon, c'est l'histoire de religion, c'est pas grave. C'est des vieux bonshommes barbus, c'est pas grave. Non. Donc il y a une sous-estimation en France pendant longtemps de la question religieuse. Et alors par rapport à l'islam, il y a plein de gens qui disent de toute façon on n'a pas le droit de critiquer les musulmans parce que on a fait la colonisation, blablabla, et même les wahhabites, oui, on ne peut pas critiquer tout ça. Donc il y a plusieurs morceaux de l'opinion française qui sont restés enfermés dans un déni total. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a en France des publications, des études très remarquables montrant comment des courants wahhabites ont finalement tout influencé. Alors il y a un débat sans fin, est-ce que c'est le gouvernement, ou c'est des fondations, ou des grandes familles, ou ceci, cela. Bon. En tout cas, ce que vous dites n'est pas faux, mais ça correspond à une époque qui n'est plus tout à fait l'époque actuelle. Et il est évident que dans le combat mondial, les pays musulmans malékites ont un rôle formidable à jouer. Tunisie, Maroc aussi, bon, par rapport à ça. Donc il y a un élément historique vrai. Deuxièmement, Israël. C'est quand même extraordinaire qu'on pose la question spécialement à la France, alors que la France est le pays au monde qui a le plus fait, je pèse mes mots, depuis une trentaine d'années pour la question palestinienne, et qu'il n'a à peu près jamais soutenu par l'ensemble des pays arabes. Jamais. Jamais. Donc posez la question aux autres pays arabes, et après on verra. La France continue à dire, quoi qu'il arrive, qu'il n'y a pas de solution sans un État palestinien. La plupart des pays arabes n'en parlent même plus. Alors évidemment, on peut se donner bonne conscience en dénonçant des actes de répression, il y en a tout le temps, bon, c'est cruel, mais ce qui se passe en ce moment, c'est une sorte d'alliance de facto entre Trump, l'Arabie et Netanyahou, pour obliger les Palestiniens à se résigner à une situation de Bantoustan. Tout ça au nom de la lutte contre l'Iran. Bon, franchement, c'est un pays qui a fait ce qu'il a pu, avec beaucoup de mérite, en particulier depuis le discours de Mitterrand à la Knesset en 82, c'est la France. Alors on peut dire que ce n'est pas suffisant, je comprends bien ce que vous dites, mais il faut le remettre dans un contexte pour être tout à fait honnête. Sur la question qui veut la réussite ou l'échec de ce qui se passe en Tunisie, je n'ai pas besoin de répondre, tout le monde le sait ici. Ce que je sais simplement, c'est que ce qui se passe en Tunisie est important, pas que pour la Tunisie. C'est important pour beaucoup d'autres pays confrontés à ces processus très compliqués. Et que moi, je suis plutôt raisonnablement optimiste dans la longue durée. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de vrais retours en arrière tragiques dans ce pays. Mais ce n'est pas non plus facile. Hein. Ce n'est pas une partie de campagne. Donc vous allez passer par des phases encore compliquées. J'espère que ce sont des phases compliquées au sens classique. Des débats politiques, des discussions, des élections, etc. Mais moi, je crois que ce qui se passe ici est très encourageant.
très encourageant. C'est un pays qui a beaucoup d'atouts, la Tunisie, qui est un pays assez homogène par rapport à beaucoup d'autres. Il y a une classe moyenne importante, très bien formée. Ça crée beaucoup d'exigences, mais en même temps, c'est une force. On a vu la résistance de beaucoup d'organisations, d'associations dans les événements des dernières années. Bon, donc vous avez des dirigeants sages de différents courants. Je pense qu'ils arriveront à se mettre d'accord. Dans tous les processus de réforme institutionnelle, de constitution, d'élection, de réforme économique, sociale, c'est très compliqué, mais de toute façon, quand on voit les difficultés qu'ont les pays européens à se réformer eux-mêmes, on n'a pas de leçons à donner. Si ça vous intéresse, vous regardez pour voir s'il y a des leçons à en tirer. Mais ce n'est pas la même chose que si nous, on va donner des leçons. Voilà, donc je suis prudemment et raisonnablement optimiste par rapport à ça. Ensuite, la Méditerranée, c'est un concept océanographique. Ce n'est pas un concept géopolitique. Et d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy avait lancé ça, j'avais des échanges avec lui, dont je peux parler parce qu'il les a rendus publics après, c'est quand il voulait me convaincre de revenir au prendre la tête du Quai d'Orsay. Et dès l'origine, je pensais que ça ne marcherait pas. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire en Méditerranée, que chaque pays riverain doit avoir une politique active avec de nombreux partenaires, politique bilatérale, multilatérale, il y a plein de projets dans beaucoup de domaines, mais que quand on n'est même pas capable de convaincre l'Algérie et le Maroc d'avoir des relations normales. Vous le savez bien, ça. Quand on n'est même pas capable de convaincre les Israéliens de tolérer un petit État palestinien qui serait dangereux pour personne. Quand on n'est même pas capable de convaincre les Turcs d'une issue raisonnable à l'affaire de Chypre, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'union? C'est absurde. On ne peut pas faire l'union dans ces conditions. Donc qu'il y ait des projets en Méditerranée, qu'il y ait des politiques actives et intelligentes, que la machinerie européenne devienne plus astucieuse et plus fine pour traiter précisément ce qui se passe en Tunisie, qui a une importance géante pour la suite. Oui, je suis pour ça, moi. Mais l'idée d'union, en général, méditerranéenne ne fonctionne pas. Peut-être un jour, on verra. La seule action commune à mener en Méditerranée, c'est une action écologique. C'est de faire en sorte que dans 10 ans, il n'y ait plus aucun rejet d'eau non traitée en Méditerranée. Si vous ne voulez pas que ça devienne une mer morte, sans pression, il faut faire ça partout. Toute la rive sud, toute la rive nord, partout. Donc il faut des mécanismes de financement, multilatéraux, tout ce qu'on veut. C'est une priorité absolue. Si on parle Méditerranée au sens vrai, au sens de la mer Méditerranée. Bon, alors, j'ai une question sur la Constitution. Après la relance de l'Europe, Mitterrand, Kohl, Delors, donc à partir de 1984. Il y a eu un moment d'optimisme important dans toute l'Europe. On s'est dit, puisque ça redémarrait, on va aller très loin. On va faire l'Europe politique, l'Europe des citoyens, l'Europe sociale, l'Europe de la défense, etc. Bon. Beaucoup de choses ne se sont pas réalisées, d'ailleurs, tous les eurosceptiques devenus sceptiques, pas hostiles. Mais il y a même eu l'idée, de la part de certains politiques, certains juristes, qu'il fallait aller plus loin que pour créer un peuple européen, alors qu'il y a des peuples européens, il n'y a pas un peuple européen, il fallait faire une constitution. L'idée est venue de Joschka Fischer, le leader des écologistes allemands, qui était mon collègue quand il était ministre allemand des Affaires étrangères. Et quand Joschka Fischer a dû assumer avec moi et d'autres la pénible affaire du Kosovo, on a essayé pendant 1 an et demi de convaincre Milosevic et les Albanais, qui étaient eux-mêmes provocateurs, de trouver un compromis politique. On n'a pas réussi, il a fallu traiter ça par la force, ce qui était bien triste. Donc Fischer a failli être renversé par la base écologique, qui trouvait que c'était dégueulasse, qu'il était devenu militariste, que c'était horrible, etc. Et pour se sortir de cette mauvaise passe, Fischer a relancé l'idée d'une constitution européenne. Et comme les Verts allemands, en gros, détestent l'Allemagne, l'idée que l'Allemagne soit dissoute dans un grand machin, ils trouvaient ça génial. Les Verts allemands, ils sont supranationales fédéralistes, pas du tout par amour de l'Europe, mais par détestation de l'Allemagne. Et Fischer, qui est un malin, est resté leader des Verts en faisant ça. On dit, bon, alors, constitution, donc il faut s'organiser. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de la convention. Et donc, il n'y a pas de lien direct, madame, avec le sommet de Nice, puisque au Conseil européen de Nice, je suis désolé d'entrer dans le détail, au Conseil européen de Nice, la question posée, c'était, il y a l'élargissement, combien va-t-on donner aux Polonais, aux Tchèques, etc. Combien va-t-on donner de droits de vote?
de parlementaires et de commissaires. Il y a eu finalement un accord. L'Allemagne voulait que dans les votes au Conseil européen, vous voyez, c'est ça qui nous prend l'essentiel du temps, plutôt que de se demander ce qu'on va faire avec la Tunisie, tout ça. Donc, l'Allemagne voulait absolument qu'il y ait égalité des voix entre, donc, qu'il y ait précisément plus de voix pour l'Allemagne parce qu'ils sont plus nombreux. Et Chirac, Jospin et moi, on a dit non, c'est pas ça la construction européenne, c'est une construction politique. Et depuis l'origine, il y a égalité politique France-Allemagne. Même De Gaulle était là-dessus, Adenauer, Monnet même était là-dessus. Les Allemands furax, de ne pas réussir à avoir plus de voix, ce qu'ils ont obtenu la fois d'après, ont comme compensation le fait qu'on ne va pas réduire le nombre de parlementaires allemands au Parlement européen pour faire de la place aux Polonais. Donc ils ont une compensation par rapport à ça. Mais finalement, après, ils ont trouvé que ce n'était pas assez, donc on a déclenché l'idée de la Convention en reprenant l'idée de Fischer pour faire une constitution. En fait, c'était un terme, pour ceux qui sont juristes ici, juridiquement abusif, parce qu'on ne fait pas une constitution pour une confédération de peuples. Une constitution, ça veut dire un peuple, il n'y a pas un peuple européen. On ne fabrique pas un peuple européen en fabriquant une constitution. Donc on a un peu vécu dans cette illusion. Il y a eu la Convention, présidée par Giscard, qui a abouti à un traité constitutionnel qui était soumis à référendum, qui a été rejeté par les Français et plus encore par les Pays-Bas. Donc c'est un vieux peuple vraiment très pro-européen. Donc voilà, l'histoire de la Constitution a capoté. Il s'est revenu après par le traité de Lisbonne. C'est un peu compliqué, mais ces 2 minutes de complication européenne vous montrent le genre de sujet auquel on passe un temps absolument géant tout le temps. En tout cas, on ne fabrique pas un peuple artificiellement avec des trucs juridiques. De Gaulle avait une formule géniale sur l'Europe. Quand De Gaulle se moquait des fédéralistes, qui voulaient faire un seul peuple avec les Européens. Ils n'ont fait pas d'omelette avec des œufs durs. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. C'est quand même génial, ça. Donc, il y a maintenant une perspective européenne pour tout ce qui est coopération, confédération, projet, etc., etc. Mais on ne fusionnera pas les peuples d'Europe. Et même Giscard et Schmitt l'ont reconnu. Il y a 2 ans, dernier voyage d'Helmut Schmitt à Paris, à l'ambassade d'Allemagne à Paris, il dit « Quand Valérie et moi, nous avons décidé l'élection du Parlement européen au suffrage universel, nous avons vraiment cru que nous allions créer un choc dans les esprits, avec une mentalité européenne, un peuple européen. Nous avons échoué. » C'est Schmitt qui parle, c'est pas moi. Nous avons échoué. Donc il y a un grand avenir pour la suite de l'affaire européenne, si les Européens sont plus réalistes. Un dernier train de 3 questions, mais des vraies questions toujours, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur. Je suis Skander Ounaïs, professeur d'économie. J'ai 3 remarques et une question. Une question, normalement. 3 remarques. Non, je suis gentil. Non, mais franchement, ce qu'on est. Bon, d'abord, pour la Méditerranée, je voudrais juste rappeler que Fernand Braudel a parlé de l'économie de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas seulement un concept océanographique. Premier point. Deuxième point, la mondialisation a été bâtie sur l'économie. C'est ce que généralement les gens oublient. Donc, le capitalisme, vous avez cité Papadang tout à l'heure, l'ex-URSS a chuté à cause de l'économie, etc. Et c'est là où je voudrais venir à ma question en Tunisie. Tout le monde parle du modèle tunisien, de sa réussite, de sa transition, etc. Mais tout le monde oublie que nous sommes dans des difficultés monstres économiques. Et c'est l'économique qui va, s'il n'est pas résolu, va tuer la transition et le modèle économique, le modèle soi-disant politique que les gens admirent tant. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette transition qui risque de capoter? Merci. Alors, Monsieur. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions. La première question concernant l'absence du leader au monde occidental, dans les grandes puissances. Je vais citer un exemple. M. Sarkozy, dans une conférence à Abu Dhabi, il a dit on entend dans ce monde que d'Erdogan, de Poutine, de Benjamin, il y a l'absence des leaders au monde occidental. Est-ce que le système, il y a des détériorations de classe politique ou ces systèmes démocratiques sont en panne? La deuxième question concernant l'avenir. L'avenir au Moyen-Orient, plus précisément en Syrie. Après les récents événements
après la défaite de l'État islamique, la quasi-défaite de l'opposition, la quasi-victoire de la coalition Poutine-Assad et l'intervention turque, la possibilité d'intervention française où elle dirige la Syrie vers la division, vers une solution politique ou vers un conflit peut-être international. Bon, merci. C'est 2 questions, on va bien 3, donc une dernière, monsieur, et puis Bernadette va répondre. 3. Une question sur Donald Trump. Donc, durant sa campagne, il a eu des discours plutôt anti-interventionnistes. Il a même brandi l'épouvantail qu'avec Hillary Clinton, ce serait la guerre. On n'entend pas, excusez-nous. Là, c'est mieux? Si vous parlez tout près, oui, comme ça, c'est bon. Donc, Donald Trump, pendant sa campagne électorale, a eu une rhétorique plutôt anti-interventionniste. Il a notamment critiqué, par exemple, la guerre en Irak. Il brandissait l'épouvantail qu'avec Hillary Clinton, ça serait la guerre. Depuis son élection, il a une rhétorique assez agressive, par exemple, envers la Corée du Nord. Il est intervenu contre les forces d'Assad, même si ça a été symbolique. Et tout récemment, il y a eu la nomination de John Bolton, qui est un peu considéré comme un faucon. J'aimerais demander à M. Védrine s'il pense que Donald Trump est un peu la réincarnation de la pensée isolationniste dont vous avez parlé au début de l'intervention, ou est-ce que c'est plutôt un néoconservateur un peu d'un nouveau genre? Voilà, à vous les réponses et la conclusion. D'abord, je voudrais vous remercier tous de votre qualité d'écoute, de votre patience, de votre présence et de l'intérêt des questions. C'est toutes des questions importantes qui mériteraient d'assez long développement, mais je suis obligé d'être assez court et rapide. Un mot sur Brodel quand même. Je ne l'ai jamais vu proposer des institutions de la Méditerranée. D'accord. Donc il y a des flux économiques dans tous les sens, ça ne conduit pas automatiquement à l'union. Vous voyez. En Asie non plus, nulle part. Et vous avez raison sur l'importance de l'économie, naturellement. Je suis convaincu, comme vous, le lien entre la question économique tunisienne et la réussite politique, mais c'est aux Tunisiens de se mettre d'accord sur quelles sont les réformes clés pour que la transformation politique ne soit pas sabotée par la dimension économique. Or, vous avez, comme dans tous les pays d'Europe qui tentent de se réformer, des pour et des contre. Donc, quelles sont les réformes essentielles? Est-ce qu'il faut garder les acquis sociaux à l'ancienne ou au contraire les adapter pour etc. Bon, c'est un débat qui a parcouru et déchiré toutes les social-démocraties en Europe depuis 20 ou 30 ans. Hein. Alors, il y a le problème chez vous, il y a le problème chez nous. C'est bien ce qui est en train de se passer chez nous, on verra. Mais sur le lien, c'est évident, je suis d'accord. Et c'est quand les Tunisiens auront clarifié sur quelle réforme il y a consensus, sur quelle réforme il n'y a pas consensus, que vous pourrez peut-être demander de façon plus claire aux partenaires extérieurs une aide plus utile. Et peut-être engueuler la Commission pour qu'elle ait une approche un peu différente. Puisque là, dans le flou actuel, la bureaucratie de la Commission peut continuer sans rien changer. Donc ça dépend un peu de vous quand même aussi. Voilà, l'absence de leader dans le monde occidental, oui, d'accord. Mais on ne va pas refaire la guerre mondiale uniquement pour faire surgir De Gaulle et Churchill. Donc on a des leaders normaux, voilà, ils sont élus, ça dure un certain temps, après ça change, mais on a quand même en France un président assez spécial sur ce plan. Il a d'ailleurs son élection a produit un impact, c'est évident. Les gens ont été sidérés de l'audace avec laquelle il a tenu compte de l'épuisement de la très grande gauche du gouvernement que Mitterrand avait fabriqué, mais ça remonte pas très longtemps. Et puis il y a eu un concours de circonstances incroyable à droite, puis qu'il a saisi avec beaucoup d'audace. Il n'y a jamais de la chance à l'état pur. Il y a la chance, il faut être capable de la saisir, il faut s'être prépositionné. Donc il y a quand même, si un leader quelque part dans le monde occidental, c'est en France, pour le moment. Après, on verra. On verra ce que ça va donner, parce que c'est très... Je dirai un mot sur Trump après. Mais il est vrai que, je suis plus au fond là sur la question du leadership, c'est vrai que les systèmes démocratiques, très développés, plus le sondage quotidien, plus les réseaux sociaux, plus le politiquement correct, plus etc., c'est pas fait pour faire émerger des leaders normalement. On dirait que les systèmes démocratiques modernes se vengent
des despotes d'il y a 2000 ans, vous voyez. Donc c'est très compliqué d'être un leader vertical dans un système horizontal venimeux et rageux tout le temps. Donc ceux qui y arrivent, ils sont encore plus forts que les autres. Voilà. Pour la Syrie, triste histoire, c'est épouvantable, mais puisqu'on parle de la situation actuelle, il y a un protectorat de 3 pays sur la Syrie. Donc la situation d'avenir se joue en Syrie, entre Turquie, Russie, Iran. Les Occidentaux se sont mis hors jeu par des positions honorables sur le plan des droits de l'homme, etc., parce que le régime est atroce, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'est pas complètement exclu que la Russie, à un moment donné, trouve qu'Erdogan est un allié quand même compliqué, que Poutine lui-même s'inquiète de la puissance iranienne et ne voit que des avantages à remettre un pays occidental dans le jeu, peut-être. À ce moment-là, ça serait plutôt la France. Mais c'est pas sûr non plus. Peut-être que Poutine veut continuer à tirer les ficelles seul par rapport à ça. Il en avait besoin pour démontrer que la Russie n'est plus un pays paillasson, qu'on peut négliger, et qu'il a gardé un pouvoir de nuisance réel, qui le transformait en acquis politique. Et la suite n'est pas garantie. Mais ce que je décris n'est pas forcément la reprise d'une guerre. Il peut y avoir un protectorat de facto d'un pays à souveraineté limitée, et que les choses s'apaisent quand même, ce qu'il faut souhaiter pour le malheureux peuple syrien. Ben, je suis obligé, je ne peux pas de là. Je termine avec Trump. Trump est tellement déroutant qu'il y a eu beaucoup d'analyses plaquées sur lui qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il est isolationniste? Je ne crois pas. J'ai rappelé tout à l'heure au début que l'isolationnisme, c'était l'idée de ne jamais intervenir dans les affaires européennes. Aucun Américain n'était complètement isolationniste, c'est pas vrai. Et Trump ne l'est pas non plus. Simplement, il a rompu avec une rhétorique wilsonienne, j'ai cité Wilson exprès, qui pensait que la mission sacrée de l'Amérique, c'était de répandre la démocratie dans le monde entier. Rendre le monde sûr pour la démocratie et rendre le monde sûr par la démocratie, portée par les États-Unis. Bon, ça c'est une mission que tous les présidents américains n'ont pas suivie. Kissinger n'était pas sur cette ligne, mais ça revient quand même périodiquement. Or, déjà Obama, il y a un tel contraste entre l'élégance, la sophistication, l'intelligence d'Obama et Trump, qui est l'inverse sur chaque point, qu'on ne voit pas les liens en fait. Or, il y a une relative continuité. Déjà Obama avait continué à dire, parce qu'il avait été élu après George W. Bush, il avait été élu pour retirer l'Amérique des pièges dans lesquels Bush les avait mis en Irak et ailleurs. Donc Obama disait également, la mission des États-Unis n'est pas d'intervenir tout le temps partout. Bien sûr qu'on souhaite la démocratie, mais ça ne veut pas dire qu'on va intervenir, faire la guerre partout. Donc il n'était pas du tout néoconservateur. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers de ces idées que les néoconservateurs, ce sont des gens qui, à l'origine, étaient à la gauche du Parti démocrate, qui ont combattu violemment Kissinger quand Kissinger s'est mis à gérer la guerre froide par des accords de négociation avec l'URSS, des accords de réduction des armements. Ils trouvaient dégoûtant qu'on négocie avec l'URSS. Il était sur la ligne, on ne négocie pas avec les ennemis de la démocratie. On leur fait la guerre, point. Et Kissinger a dit, c'est des fous furieux, moi je négocie dans le monde réel. Kissinger, c'est l'incarnation même du réaliste. C'est une grande tradition presque française, puisque au jeu de Kissinger, le plus grand homme d'État de tous les temps, c'est Richelieu, par son action. Donc les néoconservateurs, c'est des gens qui ont dit on est contre Kissinger, mais on n'est pas conservateurs, on est des nouveaux conservateurs, néoconservateurs, beaucoup plus violents. Et on pense qu'il ne faut pas négocier avec les puissances totalitaires, il faut leur faire la guerre, il faut les refouler. Donc ils sont bellicistes. Et en 30 années d'évolution variée, ils sont arrivés à la droite du Parti républicain, après être parti de la gauche du Parti démocrate. Donc en général, les néoconservateurs américains, néocons dans le jargon, c'est des gens qui pensent que l'Occident croit avoir gagné après la fin de l'URSS, mais c'est une erreur. Ça c'est vrai, c'est une erreur, bon. Mais ils en tirent comme conséquence que l'Occident doit se serrer les coudes, être très très dur avec tous les autres, le reste, très dur avec la Russie, la Chine, les Arabes, les musulmans, les Africains, tout le monde, très dur, qu'il faut que l'Occident soit uni, il faut pas de politique étrangère française trop autonome. Donc ces gens-là détestent ce qui a été fait par De Gaulle et même par Mitterrand.
le gaullo-mitterrandisme, ils sont pour une France alignée par rapport à ça. Et ils pensent qu'il ne faut jamais quitter Israël, quoi qu'il fasse, parce qu'ils sont aux avant-postes du combat contre la barbarie. Ça, c'est l'idéologie néocon. Alors, chacun d'entre eux est un peu plus subtil que ce que je viens de dire, il y a quelques nuances. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, c'est pas Trump, vous voyez, c'est pas Trump non plus. Donc, Trump, il n'est pas idéologiquement néocon. Il ne pense pas qu'il faille intervenir dans tous les sens pour la démocratie. Il ne veut pas se replier, mais il veut suivre son électorat. Donc Trump, il est égoïste, brutal, court-termiste, et il veut absolument plaire à sa base électorale. Donc, par exemple, l'histoire du transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui aurait pu être envisagé dans un accord final. Les Palestiniens l'auraient évidemment accepté à la fin, surtout qu'ils auraient eu satisfaction pour eux, etc. Et pourquoi il a décidé de le faire maintenant? C'est même pas une demande spéciale de Netanyahou. Il y a une demande périodique, automatique des Israéliens, mais ils s'en foutaient en fait, les Israéliens. Ça ne change rien pour eux. C'est une demande de la base évangéliste de Trump aux États-Unis, qui sont encore plus véhéments et vindicatifs que le Likoud, la base évangéliste. Et ça, c'est important pour Trump, son électorat. D'ailleurs, Trump, au début, sur Israël, il a dit de toute façon, tous les présidents avant moi étaient anti-israéliens, mais moi, je vais régler le problème avec mon gendre. Bon. Mais les Israéliens, ils n'aiment pas cette idée, en fait. Ce que veut la droite israélienne, c'est qu'on dise qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Circulez, il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de vous. On n'a même pas besoin d'un ami qui va venir avec ses gros sabots pour régler le problème. Trump n'est pas, contrairement à l'apparence actuelle, Trump n'est pas forcément un allié totalement fiable du point de vue israélien, en fait. Les Israéliens voudraient qu'il ne s'en mêle pas du tout. Vous voyez que c'est compliqué. Donc Trump, c'est un... Il y a sa brutalité, il y a son égoïsme, il veut absolument défendre les intérêts américains stricto sensu, il se fiche totalement des répercussions internationales. L'indignation générale, il s'en fiche. Ça l'aide même, c'est bien pour lui, en fait. Donc les accords commerciaux, il les fiche en l'air, c'est pas un problème. Voilà, donc c'est pas du tout, c'est pas une catégorie classique de la politique étrangère américaine, on n'a pas tellement le choix. Il y a très peu, je termine là-dessus, il y a très peu de pays dans le monde qui sont assez contents de Trump. J'ai cité Netanyahou, moi, à un certain point, l'Arabie, oui, il n'y en a pas tellement, et les autres s'adaptent. Donc ils essaient de s'organiser pour tenir bon, quoi. Tant que Trump est là, et en attendant que ça passe à autre chose, mais ça ne sera pas qu'une parenthèse. On ne reviendra pas aux États-Unis à une présidence, disons, plus clairvoyante, plus républicain modéré, ouvert sur le monde. C'est m'étonnant. Hélas. Donc il faut que les Européens s'organisent. Merci beaucoup. Peut-être à la jeune femme diplomate qui me posait la question de savoir quel type de négociation. Voilà. C'est trop vaste, mais lisez les biographies de Richelieu, Kissinger et Védrine. Et vous pourrez dire en tout cas que Richelieu, vous ne l'aurez pas rencontré. Kissinger, dépêchez-vous, mais Hubert Védrine, il est là aujourd'hui. Et je le remercie beaucoup, voilà, de sa clarté, de sa franchise.